Bonjour à tous. Merci. Alors, on n'a même pas changé le titre parce que tu as mis Compose de 0 à Hero et on a essayé One on One. Bon, c'est pas grave. C'est parce que c'est la version américaine. Ouais. Donc, le principe est le même. Pendant 2 heures, on va discuter un peu de Compose et voir tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Ouais, je te laisse te présenter peut-être. Alors ouais, moi je suis Nicolas. En temps normal, je suis habillé normalement. Mais là, j'ai voulu me mettre dans le thème de la conférence, parce que j'aime bien me déguiser en conférence. Ça, les gens se rappellent de moi après. Parce que ce qu'on va vous raconter, c'est possible que ça laisse une empreinte dans votre mémoire, mais là, au moins, ça sera bien imprégné. Je suis le fondateur du Brace Camp, mais cette année, je me suis mis en retrait. Comme ça, je peux juste profiter, comme vous, de cet événement en ayant rien à faire que profiter. Et c'est cool. Et en effet, vous ne le voyez pas là, mais c'est le sosie non officiel de Jason Statham. Enfin, de loin, surtout. Là, forcément, on ne se rend pas bien compte. Et moi, c'est Guillaume, dans la même équipe. Ah, tiens, on n'a même pas changé de nom d'équipe. Ah bah ouais. Ça a rechangé encore de nom d'équipe depuis la dernière fois qu'on a fait la conférence. Donc, on travaille dans la Compose Team. Donc, l'équipe qui est en charge de Compose. On est donc des corps mainteneurs de Compose. Et on va vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler avec cet outil. Et pour faire ça, notre collègue Maïlas, qui est pas avec nous aujourd'hui, nous a proposé d'utiliser. Il fait partie d'une société qui faisait partie d'une société qui s'appelait Tilt, qu'on a racheté l'année dernière. Il nous a dit on a un super projet de démo, ça permet de générer des avatars et tout ça. On lui a dit ouais, il est cool. Par contre, ce serait bien qu'on ait des t-shirts Docker à la place, quoi. Bon, peu importe, on va partir avec cette petite démo et je crois que c'est un projet Python. Ah, tu sais, c'est Maïlas, hein. Donc il y a probablement Python, il y a une base de données, il y a un front-end, je sais pas, en React ou un truc du genre. Je te laisse installer l'appli. Ouais, on a découvert le truc tout à l'heure. Donc ouais, effectivement, il y a du Python. Il y en a parmi vous qui code en Python? Ouais, pas trop, ça va. Donc on n'aura pas l'air ridicule. Donc ça fait des choses. Moi, je suis pas spécialement pythonieux, mais bon, je vois qu'il y a des routes avec une API qui génère des avatars de toute évidence. Ça accède à une base de données. Ouais. Bon, ça récupère. Ah, là, il y a un paramètre. Donc voilà, on a remplacé Tilt par Docker. On se dit normalement, ça devrait suffire. Hein. Et puis, il y a des paramètres. Là, il y a une autre API. Donc rien de très surprenant. Puis de toute évidence, il y a une partie web. Alors moi, le front, très honnêtement, voilà. Hein. Je me suis arrêté à HTML 1.0. Donc je vois qu'il y a du JMechaX. C'est quoi cette horreur là? Hein? Ouais, je sais pas. On va pas trop y toucher à ça, hein, si tu veux bien. Pas trop. Enfin, voilà, il y a un truc qui fait du front. Donc je suppose que le front s'appelle API. Puisque là, je pense que je me mouille pas trop. Le front, non, il s'appelle web. Le web, s'appelle API. Et puis, il y a un truc qui s'appelle deploy. Ça peut être intéressant. Ah bah, regarde, il nous a fait des Dockerfiles. Impeccable. On peut builder l'API. Blop, pip install et compagnie. Flask run. Impec. Et puis, pareil pour le web. Yarn dev. Ça démarre en mode dev. Ça va être pratique. Comme ça, on va pouvoir bosser dessus. Vas-y. Ouais, vas-y. Alors, Yarn dev. Alors je fais comment? Du coup, je build les images. Ensuite, je les démarre. Moi, je l'aurais démarré. C'est du Python. T'as Python ou pas? Voilà. Est-ce que j'ai Python? On peut peut-être juste se faire un API. Et là, je fais quoi? Genre un truc. Tu fais Python. Alors c'est quoi? C'est un Flask machin. Python, ouais. Oui, Flask, c'est Flask. Bah oui, tu penses bien. Il fait un Flask run. Flask run. Bon, déjà, si je mets ça donne quoi? Bah, ça démarre, c'est cool. Ça démarre, ok. Vas-y. C'est bizarre parce que tout à l'heure il y avait une base de données, je lui ai rien dit. Il fait comment d'après toi pour accéder à la base de données? Je sais pas. Tu crois que ça marche ou pas? Déjà. Bah écoute, on va voir. Hein, si je vais. Wow. Ouais. Bon, je pense qu'on a demandé à Maïlas de nous faire un petit readme qui explique comment on fait pour démarrer l'appli parce qu'on est mal barré là quand même. Hein. T'as regardé déjà dans le readme, ça se trouve il y a des trucs là. Non? Ah ouais, peut-être, ouais. Ah, c'est vrai qu'il avait déjà fait un readme. Il y en a qui lisent les readme. Oh, menteur. Donc, un guide clone. Ah ouais, mais il fait ça avec Tilt aussi, triche. Ah bah ouais, mais qu'on va faire nous? On est foutus. Bah oui. Alors, il faudrait trouver une alternative du coup. Une alternative.
Comment on pourrait faire? Bah, je sais pas, on a des Dockerfile, essaye de les démarrer avec, comme tu disais, avec les conteneurs. Ah ouais, t'as raison. Allez, on va essayer ça. Hop. Alors, si je fais un Docker build, donc c'est, on va appeler ça API, hein, Ouais. -t API, et puis donc c'est, et puis deploy. Non, ça c'est ton F, ça, c'est pas ton contexte. Et... Ton contexte c'est point. Ah oui, merde. Ah. Autant pour moi. Fichier. Je passe le nom du fichier Dockerfile Maintenant, et contexte. d'où je suis. Voilà. Là, il fait des trucs. Ah, jusque-là, c'est bon. Ouais. OK. Ok. Et je l'ai appelé API. Docker run. Ouais, mais non. Quoi, non? Et t'as bien vu, il faut qu'on passe une variable d'environnement pour donner le mot de passe pour la base de données. Ah, ouais. Donc, on Alors, fait la attends. même, mais tu lui passes un -e avec le nom de. Alors, attends, Dockerfile, on a dit qu'il s'appelait comment, là Non, c'était dans la partie Python. Tu vois, dans la ça. partie Python. Hop. Et j'avais un database que j'ai perdu en cours de route. Et ça encore un peu. Initialize, avatar, plap. Là, DB password. password. Soit mettre comme password. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Toto, c'est bien. Ouais, vas-y. Et donc là, hop. Ah ben non, je suis con, faut que je le passe au conteneur. Ouais, ça serait bien. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Égal Toto. Bon, voilà, elle démarre l'appli. Non? Ouais, de toute façon, tu m'as dit que tu avais des URL, Ouais, alors attendez. des endpoints. Vas-y, teste un endpoint. Tiens, il a démarré sur le port, il est où? Bah, sur t'as le pas démarré de port. port. Bah ouais, mais oublie pas, tu fais un Docker run, faut que tu lui dises. Faut lui mettre un port. Bah, j'ai mis un -p, normalement, on s'en débrouille. Bah non. Bon, tu veux que je te dise, moi, je trouve ça un peu relou, en fait, de devoir explorer comme ça comment une appli est. Ce qui me ferait plaisir, en fait, c'est quand tu fais ton guide clone, que t'aies genre un fichier qui te décrit tout ce qu'il faut pour que l'appli démarre. Tac. J'ai un truc pour toi. T'as un truc pour moi? Oui, Ça j'ai un serait, truc pour toi. ça serait vachement pratique. Genre un espèce de makefile, un peu, tu vois. Exactement. Ou un readme, mais clair. Un readme, ouais, avec tout ce qu'il faut, et qui te dit que ben, le port machin, il va être automatiquement attribué, Ouais. Ou pas. ou pas. Non. Non, ou pas en fait, parce que ça va être relou ça, si on fait ça. Ce que je te propose, c'est d'utiliser un Dockerfile, un compose file. Un compose file. Ouais, un compose file. Alors si vous êtes dans votre salle, a priori, c'est que vous avez déjà entendu parler des compose files. Qui parmi vous en utilise quotidiennement? Ah ouais, quand même, vous êtes nombreux. Ok. Et donc, en gros, à quoi ça va vous servir? Bah, vous avez vu, là, Nicolas, il a commencé à taper une commande Docker run, il a oublié de passer des ports, des variables d'environnement. On peut avoir pas une centaine de paramètres avec la commande. Là, c'est super soft, hein, assez vite. On a 3 variables d'environnement, 2 volumes, et ainsi de suite. Et donc, en fait, un compose file, ça va vous permettre de définir l'équivalent de votre commande de Docker run à l'intérieur d'un fichier, texte. On va pouvoir avoir la définition de plusieurs conteneurs, donc pas juste un seul déjà. Donc à chaque fois que vous faites votre Docker compose run, vous allez démarrer un conteneur, mais là on va pouvoir en définir plusieurs. Et puis ça va utiliser le format YAML en s'appuyant sur une spécification. Donc les choses sont censées être définies et claires. Et tout. Censé être. Historiquement, l'idée de compose, qui date de 2015, 14, pardon, racheté en 2015, oui. C'était vraiment de prendre la ligne de commande qu'on doit taper et de la mettre sous format de texte YAML. Aussi bête que ça. Donc, si vous voulez vous faire racheter par une boîte comme Docker, il faut avoir ce genre d'idée en tête pour faire un projet. Il faut juste être le premier. Donc, avant de vous montrer à quoi pourrait ressembler un compose file, je vais vous parler des services, parce que je vais vous en montrer directement, donc autant qu'on en cause un peu avant. Donc, un service, c'est au niveau d'un compose file, c'est une abstraction qui va permettre de définir une unité de calcul d'une application qu'on va pouvoir scaler et tout ça. On va donc cette déclaration va être utilisée par un ou plusieurs conteneurs et ça va être lancé sur votre plateforme en fonction des différents paramètres que vous aurez pu mettre, c'est-à-dire des limitations de ressources, des ports exposés, du partage de fichiers avec le host et tout ça. D'accord ? Et
Donc tout ça, ça va utiliser une image Docker qui va démarrer vos arguments. Enfin, qui va démarrer votre conteneur avec tous les arguments du runtime. Ok. On va pouvoir définir, comme je vous disais, tout ce qui va être de la configuration en runtime, quelle est l'image qui est utilisée, quel est le runtime qui est utilisé, est-ce que vous voulez faire juste du conteneur classique, ou est-ce que vous voulez faire du WASM, est-ce que vous voulez faire... Donc là, vous pouvez changer le runtime qui va être pris en compte. Vous allez pouvoir builder votre image aussi, donc dans la définition du service, donner toutes les options de build, les plateformes pour lesquelles vous avez buildé, est-ce que vous avez des informations SSH à passer, tout ça. Le Dockerfile, si vous avez déjà des Dockerfiles existants, où est-ce qu'ils se trouvent et tout. Mettre des contraintes pour le runtime, CPU, mémoire, network, tout ça. Et puis vous allez pouvoir utiliser d'autres objets qu'on va voir après de la compose spécification, comme les secrets, les volumes, config, network et tout ça. Et tout ça, c'est disponible sur un super site, GitHub. Vous voyez, alors là, on arrive direct sur la page qui concerne les services. Bon, je peux vous montrer vite fait un peu toutes les options qu'il y a pour configurer un service. On va peut-être pas rentrer dans le détail de toutes, parce que sinon, on en a pour un certain temps, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, je suis pas à la moitié encore. OK. Donc ça, c'est toutes vos options que vous avez pour définir un service au travers de Compose. OK. Donc des liens, du login, du network mode, différents networks. Enfin, l'idée générale, c'est que tout ce qui va définir le ou les conteneurs, puisqu'il peut y avoir plusieurs réplicas qui permettent de créer votre service, sont intégralement déclarés dans votre compose file, aussi bien pour le builder que pour le faire tourner, au sens contrainte fine de combien de mémoire, mais aussi quel type de runtime je vais devoir utiliser, sur quel type de nœud je vais devoir me déployer si vous êtes en cluster, des choses comme ça. Excusez-moi si vous voyez que j'ai un peu de mal à taper au clavier, mais c'est un clavier AZERTY, c'est pas l'habitude. Step 1. Step 1. Donc du coup, et 1 c'est... Okay. Ouais. Rafraîchis-toi. Ah, t'as créé une branche là. J'ai fait un C. Branche -D du coup. Attends. Non, ça s'appelle Step 1 comme ça en plus la tienne, non? Non. Tu l'as appelé tout pareil, ça va foutre la merde. Non. Ok. Ils ont bigousse. Attends, ils s'en est rendu compte. Alors c'est bien, ils te laissent le créer. Et puis après, ils disent, oh là, tu t'es mis dans la merde, mon gars. Et ça, c'est... Ouais, vous inquiétez pas. Origine. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pris la branche. C'est pas une branche, c'est un tag. Il est que local. Vas-y, c'est un gage. Alors, tu devrais supprimer la branche guide, branche-d, step 1. Oh là 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 là. Bon, il fait aussi une conférence sur Git, si ça vous intéresse. On va voir plein de commandes que vous devriez jamais... Impossible de supprimer. Ah oui, t'es dessus. Oh là là, mais non, mais en plus, j'ai pas mes raccourcis habituels, parce que moi, je tape pas tout ça. Je fais GCO, ça fait un check-out, je change de branche. Faire un guide CO, comme je t'ai montré tout à l'heure, mais t'écoutes pas. Guide CO. Ah, ok. Step 0. Ouais, par exemple, ouais. Voilà. Maintenant, je peux faire le D. Hop. Ouais. Et maintenant, je peux faire un guide CO. Ouais, on y croit. Allez. Tout ça pour montrer un compose file. Ouais. Merci. Alors, cette conférence, on l'a fait à Devox en 3 heures, donc on le faisait en live coding. Et en fait, je me rends compte que c'était plus rapide à faire en live coding que le temps qu'ils réussissent à basculer d'une branche à l'autre. Ouais, t'as vu. Une prochaine fois, laisse-moi coder, quoi. Donc voilà, un compose file pour faire tourner cette application, voilà à quoi ça peut ressembler. On va définir différents services, là il y en a 3, un qui s'appelle DB pour la base de données, un qui s'appelle API et un qui s'appelle Web, qui correspond à ce que Nicolas vous a présenté tout à l'heure, à la partie front et à la partie back-end. Pour la partie DB, on va lui demander de prendre une image MySQL et on va lui passer des variables d'environnement. Donc le -E que Nicolas a fait tout à l'heure en faisant le Docker Run se fait de cette manière-là. Donc on va passer le nom de la base de données et le mot de passe.
Pour la partie API, comme on a un Dockerfile qui existe, on va demander à Compose de builder l'image et non pas de prendre une image déjà existante. Donc on va lui ajouter le mot build et on va utiliser des contextes et le lien vers le Dockerfile. On va lui passer également sa variable d'environnement qui est attendue. Et un peu pareil pour la partie web, rien de particulier. Donc normalement, si je fais un Docker Compose up, et ça démarre des trucs. Et donc la partie web, je me souviens jamais, c'est un port, c'est celui-là. Hein. C'est gauche, 35. En plus, je sais jamais dans quel sens il faut les prendre. Localhost. Oui. Ah, mais c'est tout cassé. On entend le ventilo? Est-ce que tu entendais le ventilo dans le micro? Ah, tu veux dire qu'il faut retirer mon déguisement super trop cool hein. Oh là là. C'est pas comme si ça m'arrangeait parce qu'en fait j'ai super chaud. Bon, pourquoi est-ce qu'il me parle de... Donc ça a démarré, mais il y a un problème, il n'a pas réussi à trouver... Coucou, je suis là. J'étais caché. À trouver notre site. Donc voilà, j'ai réussi à démarrer l'application. Félicitations. Tu ne peux pas le retirer complètement, je sais pas, je meuble. Tu sais quoi, regarde, je vais parler un peu de l'historique de Compose. Ça fait un Sarwell, impeccable. Un effort rendu. Donc, juste une petite partie d'histoire, notamment, est-ce qu'il y en a qui utilisent l'attribut version dans leur compose file en haut pour dire version 2. Je ne sais pas combien, et 3.10, je ne sais même plus quelle était la dernière version. Ouais. Et là, vous avez bien fait de venir, parce qu'on va vous économiser une ligne dans votre vie maintenant. Voilà. Mais sauf que cette ligne, elle conditionne beaucoup de choses. Donc vous n'avez plus besoin de le faire, on va vous expliquer pourquoi. Donc en 2014, Docker a racheté la société qui s'appelait Orchard, qui faisait Fig, ce fameux outil où on faisait juste définir la ligne de commande Docker à l'intérieur d'un fichier YAML. Okay. 6 mois après, le projet Compose a été annoncé. Donc, c'était du Python. Hein, et 1 an après, à peu près, puisque on était fin 2014 lorsqu'ils ont annoncé Compose. Et en janvier 2016, il y a eu la première version du format de fichier, cette fameuse version que vous voyez en haut, qui est passée en version 2, quelque chose, avec l'introduction des principales abstractions qu'il y a à l'intérieur d'un compose file, à savoir les services, les volumes et les networks. Voilà. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien, la vie est belle. 1 an plus tard, une équipe chez Docker s'est dit il faut qu'on arrive à adresser le marché du cloud. Le format Compose, il est vraiment super bien, mais il ne fonctionne pas bien avec des problématiques cloud. Donc, on va refaire une nouvelle version du format de fichier pour pouvoir gérer des choses vraiment spécifiques au monde du cloud, comme qu'est-ce qu'on avait de spécial, tiens d'ailleurs. Tout ce qui est problématique de placement sur différents nœuds, tout ce qui est contrainte en termes de... t'es puni. Déjà que t'as du mal avec tes deux mains, alors maintenant en plus. Vous m'entendez avec celui-là? Ouais. Non, c'est pas mieux en fait. Mais si. C'est sûr? Non, c'est-à-dire t'es puni, c'est tout. Moi j'ai plus mon déguisement, toi t'as un micro. C'est bon? Je colle au menton, ok. Oui, non, mais les problématiques, c'est tout ce qui va être contrainte de placement sur les nœuds d'un cluster, tout ce qui est problème de réservation de ressources, pas juste de créer une limite, de manière à ce que l'orchestrateur puisse trouver un endroit où il va y avoir assez de place pour un service, voilà. Tous ces concepts-là. Et en même temps, il y avait des concepts qui étaient vraiment très spécifiques aux mononœuds, du type se dire que mes 2 services vont partager un certain namespace. Et des fois c'est pratique, mais quand on dit c'est sur un cluster, ça peut être n'importe où. On dit bah non, du coup, ça peut pas partager de namespace. Ouais. Ou bien un service dépend d'un autre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les dépendances entre les services. On dit bah oui, mais il est sur un cluster, il peut être reprovisionné à tout moment sur un autre nœud parce qu'il faut être résilient, tout ça. Mais je m'en fous, moi, c'est un WordPress que je fais tourner. Bon. Donc du coup, ils se sont dit bon, on va faire une nouvelle version, la version 3. Voilà. Et là, c'était le début du drame. Qui retire des choses et qu'on ajoute des nouvelles.
Donc si un jour vous êtes sur un projet comme ça où on dit on va faire une refonte complète et on va être complètement pas compatible backward mais juste un peu histoire de rigoler, c'est pas une bonne idée. Voilà. Parce que les gens sont perdus encore 10 ans après. Donc vous savez quand vous devez utiliser la version 2 ou 3 dans vos compose files, ceux qui l'utilisent? Non. Vous faites comme copier-coller du projet d'avant. Ouais. Voilà, vous cherchez un truc sur Stack Overflow, il y a un mec qui dit moi j'ai mis ça, hop, on copie-colle et puis basta. Et ben en avril 2020, on a annoncé la séparation entre l'implémentation Compose et le format de fichier. Ce format de fichier était donné à c'est quoi la fondation je ne sais plus laquelle. L'idée c'est d'avoir sorti le format de fichier de l'outil Docker Compose. Voilà. Donc en fait, le format de fichier peut être utilisé pour autre chose que Compose, le runtime. Et au passage, on en a profité pour supprimer cette version. Vous n'avez plus besoin de la version quand vous faites du Compose avec les versions récentes de Compose. Parce qu'en fait, en regardant la tronche du code, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ont été ajoutées, mais il n'y a jamais eu d'incompatibilité stricte qui a été introduite. Donc, lorsque vous faites un fichier V3 parce qu'il y a un attribut qui vous plaît bien et que vous vous dites oui, mais l'attribut du fichier V2, vous n'avez plus le droit de l'utiliser, nananaire, en fait, le code, il pourrait. C'est juste qu'on a décidé que non. Enfin, nous, on a décidé que si. Et donc maintenant, voilà, plus de soucis. La seule chose que vous allez pouvoir avoir, c'est l'implémentation de la spécification qui va vous dire si elle supporte ou pas certains attributs. Quoi. Donc quand il y a des attributs qu'elle ne supporte pas, normalement, elle est censée vous dire vous avez mis ça dans votre compose file, moi je ne le gère pas. Ou bien, le runtime sur lequel vous tournez ne le gère pas. Parce que c'est pareil en fait. Oui. Si vous définissez des paramètres de type kernel Linux alors que vous tombez en mode Windows Container, c'est possible que ça ne se passe pas bien. Exactement. Et donc, en août 2020, la première RC de Compose V2, une réécriture complète de Compose en Go, parce que oui, depuis quelques années, on était obligé de backporter les failles les fixes de sécu de Moby d'une certaine manière dans le code Python. Enfin voilà, on n'avait pas une facilité d'utiliser les autres outils de Docker. Il fallait tout réimplémenter en partie. Y compris tout ce qui venait dans la command line. Rappelez-vous, historiquement, l'idée, c'était de prendre la command line avec des paramètres en faire 3 lignes dans votre terminal pour les mettre dans un format YAML. Sauf que si la command line rajoute un flag, il faut le rajouter de l'autre côté. Il faut rajouter dans le code Python, qui est rarement la priorité. Donc, vous attendez 6 à 8 mois. C'est assez frustrant. Et donc, maintenant, voilà, on est en Go. On dépend directement de la CLI, du code de Moby et de BuildX. Donc on rajoute l'attribut dans la compose spec, on fait le petit bout de code qui va bien pour appeler la feature qui est dans la CLI. C'est le même langage, donc c'est facile. Voilà. Et puis tout ce qui est fixe de sécu et tout, on est à jour aussitôt. Quoi. Donc voilà, et c'est GA depuis l'année dernière. Et la version Python est end of life. Je pense même qu'on peut vous le dire, mais demain. Il y a une release. Alors là, il y a une release de Docker Desktop qui va sortir là cette semaine ou début de semaine prochaine. C'est la dernière qu'aura Compose V1. Celle d'après, ça y est, on dégage, il n'y a plus. Donc voilà. Donc si vous êtes encore en train d'utiliser Compose V1, testez très très vite Compose V2 pour vérifier que vous n'avez pas de problème d'incompatibilité. Normalement, tout est géré, mais voilà. Super. C'était pas mal tout ça, mais le truc là, c'est que j'ai l'impression qu'avec la manière dont j'ai défini mon compose file, si en fait j'ai envie, depuis le front-end, je pourrais aller taper la base de données. Oh, quand même. Avec un mot de passe comme ça, tu penses que ça serait compliqué? Alors c'est vrai que port, tout le monde a l'air relativement un petit peu sur le network par défaut quand même. Hein. Ouais. Ça paraît pas une super idée. Hein. Et c'est vrai que dans Docker et donc dans la compose spécification, on a la notion de networks qui, sans grande surprise, permettent de définir une abstraction pour un ensemble d'adresses IP qui peuvent communiquer entre elles et qui sont isolées du reste. Donc en général, ça parle assez bien à un développeur. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ânerie il se fait toucher les fesses pendant ce temps hors caméra. Je ne veux pas dénoncer, mais... C'est bon. Ah, c'est mieux là. Hein. Alors, ça peut être assez frustrant pour ceux qui sont ingénieurs réseau parce qu'il y a certains paramètres avancés qui ne sont pas directement super accessibles. Vous pouvez aller dans les options un petit peu des network drivers, mais
théoriquement, vous pouvez configurer absolument tout ce que vous voulez pour constituer un espace d'adressage IP et dire quel service y a accès ou n'y a pas accès. Et ce qu'on veut faire en général, c'est la répartition assez classique de dire mieux, que ça, ouais, ça je préfère. Ouais, c'est qu'effectivement, on a notre browser qui passe par un réseau dit public pour accéder à un front-end. Potentiellement, on pourrait imaginer des magnifiques couches de firewall et je ne sais quoi devant. Une DMZ et tout. Là, voilà, tout ça. Et puis, ce serveur web, lui, passe par un réseau privé pour aller accéder à des trucs qu'on aimerait bien ne pas trop exposer à n'importe qui. Alors, ça se traduit comment ? Eh ben, du coup, il va falloir qu'on dise que ma base de données, elle est uniquement dans un réseau que je vais appeler privé, que mon API aussi est dans ce réseau privé, et que mon front-end web, lui, va accéder à la fois, va être exposé à la fois sur le network public et sur le network privé. Donc, hop, j'arrête ma stack. Je fais un git checkout de step 2. Fais pas un switch C, hein, parce que sinon tu Ah vas oui, créer une branche. T'as remarqué ouais. Ouais. Et là, tadam, ce qu'on a rajouté, c'est ça. On a deux networks, un qui s'appelle private, un qui s'appelle public. C'est les noms, hein. J'aurais pu l'appeler Tartampion, ça ne change rien. J'ai rajouté juste ce flag ici, internal true, qui est plus du domaine de la métadonnée à ce jour. Il permet de dire ce truc-là sert à la communication entre services, mais n'est pas censé être exposé à l'extérieur. Potentiellement, selon l'outil de déploiement que vous utilisez, ça pourrait être utilisé par une implémentation alternative de Compose pour aller faire des règles de routage un peu plus fines. Et puis celui-là, il n'a aucun paramètre particulier parce que c'est l'équivalent d'un Docker Network Create avec le nom public, sans passer d'options particulières. Mais de la même manière, on pourrait avoir des driver ops pour lui dire que mon adressage IPAM se fait de telle manière, je ne sais quoi, des trucs plus raffinés. Et une fois que j'ai défini ça, eh ben, j'ai juste à dire que mon front-end web est connecté à ces deux networks. Ma partie API est uniquement sur le private, ma partie DB est uniquement sur le private. Et si j'ai même pas peur, je peux démarrer, pouf, 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 et là, boum, ça plante. Ouais, mais il y a un problème. Je pense que tu es déjà en train d'utiliser le fichier. T'as pas supprimé le fichier avec le mot de passe? Allez, on va virer tout le monde. Hop, là, voilà. Ah, J'avais beaucoup de trucs qui tournaient. Ouais. Il avait des anciennes versions du conteneur sur moi. Eh ben, toujours pas. Bah alors, qu'est-ce qu'il veut? C'est pareil, il est en train de nous parler il se crée du un petit fichier. password. Il nous parle du fichier, pas de la variable d'angle. Ah oui, c'est que j'ai les images encore, je pense. Ah oui. Alors ça, c'est un piège dans lequel on va retomber plusieurs fois pendant cette présentation. C'est que je demande à Compose de démarrer ce service-là, dans lequel je lui dis comment builder l'image. Mais je ne lui ai pas demandé de vérifier si l'image était synchro avec mon code. Et comme j'ai déjà fait tourner cette démo, mais jusqu'à la dernière étape, l'image qui est déjà buildée, c'est celle de la dernière étape, c'est pas celle dont on a besoin en ce moment. Comment tu peux faire pour que ça marche? Alors, je peux faire Docker, build, Non, si je veux être tranquille. Ça, je le ferai tout à l'heure. Si je veux être tranquille, je lui fais ça. Tu lui demandes de rebuilder les images. Je lui dis, vas-y, rebuild, et puis comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc là, dans mon cas, ça va m'arranger. En principe, elles sont dans le cache, donc ça devrait pas être trop long. Ah si, du coup, un peu, comment ça se fait? Bon. On va attendre un peu, il faudrait faire une blague pour meubler. Ouais, non, mais on va continuer sur les networks. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Compose a un DNS interne qui va permettre la résolution des noms des services directement au travers du network. Donc, quand vous définissez plusieurs networks et que vous avez différents services à l'intérieur de ces networks, vous pouvez les appeler les uns les autres directement avec le nom que vous avez donné au niveau du service. Ouais, voilà. Typiquement, mon API ici, elle accède à un truc sur le réseau qu'elle appelle DB, tout simplement. Évidemment, on peut définir des alias et des machins. Bon, parce que j'ai bien meublé parce que c'est bien, ouais, ça démarre. Build et démarrer. Et donc là, normalement, si je vais sur, c'était quoi le port? Mais il est déjà ouvert normalement. Ah oui, c'est vrai qu'il est déjà ouvert. Hop. Entre-temps, il s'est même rechargé. Ouais. Trop bien. Alors, il y a un petit short Docker. Ouais, il y a un petit short Docker. Ouais. Ah, voilà. Ça, c'était pas compliqué, en fait. Non, mais c'est mieux quand même avec des. Ah, c'est vachement mieux. Par contre, tu vois, on en parlait, mais le fait d'avoir le mot de passe dans une variable d'environnement, ça me gêne un peu. Ça pique un peu. Toto, en plus, c'est un super mot de passe, non? Tu me laisses, je te vas-y, montre-moi comment tu fais. Comment je fais? Comment je fais? Déjà, je vais vous parler des secrets, du coup.
Donc les secrets, c'est un moyen de monter à l'intérieur de votre conteneur un répertoire, un fichier, dans un pass spécifique et tout ça, ou de manière un peu plus sécurisée que juste laisser transparaître une variable d'environnement. Ouais, le souci d'une variable d'environnement, qui est souvent utilisée pour passer des mots de passe, des credentials en général, c'est qu'il s'avère qu'on les retrouve traînés dans beaucoup d'endroits. Il y a énormément de frameworks qui, lorsqu'ils veulent être un peu en mode debug ou loguer une erreur, dumpent l'environnement dans les logs. Donc quand votre mot de passe de votre base de données se retrouve dans les logs, bof, quoi. Il y a des équipes qui bossent sur des outils faits pour vérifier qu'il n'y a pas des trucs qui passent dans les logs et pour les flouter, notamment sur GitHub. Quand vous faites des GitHub Actions et que vous liquez un mot de passe, vous apercevrez que il n'apparaît pas parce qu'ils ont réussi à détecter que ça devrait peut-être pas être là, ce truc-là. Ouais, c'est suffisamment fréquent pour qu'ils aient une équipe qui s'occupe de ça, quand même. C'est vous dire que... Donc, qu'est-ce que ça peut être un secret? Ça peut être un fichier, une variable d'environnement, ou ça peut être externe. On peut aussi dire à Compose, j'ai un secret qui existe quelque part, il a été déclaré, mon engine c'est qui s'appelle comme ça, donc tu peux l'utiliser. Et donc on va lui définir sa nature et la source. Est-ce qu'on lui passe un chemin d'accès? Est-ce qu'on lui passe directement le nom d'une variable d'environnement ou la valeur directement et tout ça. Donc dans notre cas, ça va faire un... Attendez, je vais reprendre l'historique, parce que je ne voudrais pas me faire engueuler. Hop. Ah, mais attends, c'est que j'ai bricolé le fichier. Attends, je te le vire. Non, mais tu me fais un stage. Hop. L'autre, il triche, je fais CTRL Z. Je ne vais pas m'embêter. Donc, les secrets, ça se déclare c'est au même niveau que les networks et les services, donc c'est au plus haut niveau du compose file. On utilise secret, après on définit un nom, ici ça s'appelle db_password, et on lui dit où se trouve le fichier. Avant d'aller plus loin, je vais vérifier que le fichier existe bien. Excusez-moi si je fais du CTRL-C, CTRL-V. Tu sais pas faire un tilt sur un clavier Mac français? Grosse déception. Donc, il est pourtant tellement bien caché. Le fichier est là et la valeur c'est bien Toto à l'intérieur du fichier, c'est bon. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre Toto, hein. C'est illustratif. Du coup, comment est-ce qu'on l'utilise ce secret? Eh ben, ce secret, tout simplement en disant dans mon service, les services qui vont en avoir besoin, je veux te passer le secret et lui donner le nom du secret, tout simplement. On est obligé explicitement de dire quel service a accès à un secret. Voilà. Il n'y a pas d'office accès à tous les secrets. Non, il faut vraiment être très clair là-dessus. Et par exemple, pour notre base de données, MySQL, il est capable de gérer des mots de passe venant de variables d'environnement, mais il gère aussi des fichiers contenant des mots de passe. Donc en fait, on va juste changer notre variable d'environnement. Si je vous montre un petit diff de ce qu'il y avait avant, hop, marche pas. Ah, c'est quoi le clic droit chez toi? Il n'y a pas de clic droit sur ta machine. Hop. Non, j'ai pas Git là. Git. History. Non, mais je peux pas. Rendez-moi ma machine. Bon, c'est pas grave. En gros, ici, c'était le MySQL root, password tout court, et là, on a rajouté password file. Je vais être gentil. Il est là. Tu l'as là. Okay. C'est rigolo de voir galérer, quand même. J'aime bien. Mais non, mais même. Donc voilà. Maintenant, ça, c'est les networks. C'est pas ça que je veux. Voilà, oui. Donc, on avait le root password. On a remplacé root password par un password file. OK? Le /run /secret oui. Le nom de mon secret, c'est le déploiement par défaut d'un secret, mais vous pouvez évidemment surcharger cette. Au niveau du service, ici, en fait, on peut donner des informations complémentaires pour remplacer ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même que je change des choses à l'intérieur du code de ma base de données. Ah oui, mais du coup, il est bloqué sur le fichier, en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, au niveau de l'API, là où on avait une lecture de la variable d'environnement depuis l'OS, on va demander en Python à ouvrir le fichier et à faire un read dessus pour pouvoir utiliser le mot de passe qui se trouve à l'intérieur de ce secret. Ce qui veut dire que si je redémarre
Maintenant, donc je rebuild évidemment, ça va un petit peu plus vite. On a tout en cache. Ça va rien changer ici, hein, puisque en vrai, côté front-end, c'est un peu ça reste complètement auto, quand même, transparent. Mais on a arrêté de passer ce mot de passe en clair depuis le compose file, donc il n'y a plus de mot de passe qui apparaît dans le compose file avec la variable d'environnement. C'est un petit peu plus sûr. Si vous faites du Swarm, en plus, c'est la manière de pratiquer. C'est ce qui est fait sur Kubernetes aussi, de manière un petit peu différente, mais on retrouve le même pattern. Ouais. Donc voilà. Attends, j'ai pas fini, en fait, je continue. Ah, bah oui. On a bien révisé, on ne sait plus qui c'est qui doit parler. Et bon, ça c'est cool. Donc on a une base de données avec des networks pour séparer nos différents conteneurs. On a le mot de passe qui est chargé depuis un fichier de secret, ce qui est mieux que la variable environnement. On est pas mal là. Ouais. Après il y a des trucs là, on a eu de la chance, ça s'est pas produit, mais regarde, la base de données, elle a l'air de démarrer après la partie front. Ça démarre. Hein, si on regarde les logs là, ça démarre un peu dans n'importe quel ordre, quoi. Donc on s'en tire bien. La base de données a l'air d'être prête juste à temps pour les autres services, mais. Ouais, mais tu penses bien, tout le monde quand même écrit du code qui est ultra résilient. Si jamais une connexion échoue, il réessaye 4 secondes plus tard. Et si ça replante, il rajoute 10 secondes de plus et il attend le 20e essai pour faire une erreur. Vous confirmez ? Il y en a quand même bien au moins un qui fait ça. Alors, on en a, ouais, bravo. Bon, alors c'est vrai que déjà on fait ça pas si souvent que ça, parce que déjà on n'en a pas si souvent besoin. C'est bien, c'est propre, c'est élégant, c'est tout ça, mais bon, des fois, bon. Non, mais quand on est en mode dev en local avec Compose, j'ai pas forcément envie de mettre tout ça en place, quoi. Oui, ça paraît un petit peu surdimensionné, quoi. Si Compose pouvait m'aider à le faire d'une manière assez simple, je suis preneur. Et en fait, on a possibilité, en effet, de définir l'ordre de démarrage des services avec 2 notions qui vont être ajoutées. Depends on, qui va dire à un service qui va dépendre d'un autre service. On va lui donner les conditions qu'il doit attendre. Est-ce qu'il doit attendre que l'autre conteneur soit démarré, il soit ce qu'on appelle LC, on va voir après derrière à quoi ça peut correspondre. Des fois, on peut attendre que le conteneur il ait terminé, parce qu'on veut démarrer après ce conteneur-là. Et on peut lui donner des notions de restart. Est-ce qu'il doit redémarrer quand l'autre conteneur redémarre ou pas, et tout ça. Okay. Et de l'autre côté, sur celui dont les autres vont dépendre, on peut définir ce qu'on appelle une notion de health check, sur laquelle on va définir une commande de test. Donc, quelle est la commande qu'on doit exécuter pour vérifier que mon conteneur, le service que j'ai à l'intérieur de ce conteneur est bien dans l'état qu'on attend pour pouvoir être utilisé. Et on va avoir d'autres options comme l'intervalle, le timeout et tout ça. Si on regarde un petit peu plus là en détail, on peut dépendre de plusieurs services, vous voyez. Et on a une syntaxe un peu plus longue où on va pouvoir lui dire, voilà, le conteneur il a démarré, il est ici, il s'est terminé de manière successful et tout ça. Et donc on peut avoir des conditions différentes par dépendance, bien évidemment. Et si on regarde du côté de la partie health check, ce qu'on va avoir, c'est, comme je vous disais, la commande de test. Donc là, par exemple, il y a un curl sur une URL spécifique, l'intervalle de retry, le nombre de retry, le timeout, donc c'est au bout de combien de temps, si ma commande n'a pas répondu, je considère que c'est en échec, et combien de temps j'attends avant de démarrer le premier test dessus. Vous voyez, donc c'est assez complet, et normalement ça permet de gérer pas mal de cas. Alors le depends on, c'était une feature qui était proposée dans le format V2, et qui a été retirée typiquement du format V3, et ce qui a provoqué une pluie d'issues sur le repo Docker Compose, parce qu'il y avait plein de gens qui disaient « Mais vous êtes OK, c'est très bien Swarm, mais moi j'aimais bien Depends on. C'était super pratique. Je m'en fous en fait du cluster, je veux faire tourner sur ma machine en local. » Oui. Donc voilà, on leur a sauvé la vie, on est fiers. Donc, au niveau de notre compose file, qu'est-ce que ça va donner ? On va commencer par la partie web. La partie web, pour démarrer, on va dire qu'elle a besoin, elle dépend de la partie API, ok ?
C'est-à-dire que l'idéal, ça serait qu'elle démarre une fois que l'API il est démarré. Quoi, parce que, vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'avais oublié de faire un rebuild, on a vu la page web s'afficher correctement, mais l'avatar a été remplacé par un schmuck là, typiquement. Il n'arrivait pas à taper l'API. Donc finalement, le front s'en sort à peu près, mais l'appli n'est pas fonctionnelle. Bon, autant s'assurer que ça démarre correctement. Donc là, on va dépendre de la partie API. Sur la partie API, elle, on va lui dire qu'elle va dépendre de la base de données. Donc vous voyez, on fait toujours les mêmes choses, la référence au nom du service lui-même, donc dépend de DB, et on va attendre que la base de données, elle soit LC, c'est-à-dire que le container ne soit pas juste démarré, mais qu'on soit sûr que le process MySQL et tout derrière, il réponde correctement, quoi. Parce qu'il y a une différence entre votre conteneur, il est prêt, et ce qui tourne à l'intérieur de votre conteneur est prêt. C'est vraiment deux choses différentes. Et pour être sûr que notre MySQL est démarré correctement, on va lui rajouter cette fameuse partie de health check sur laquelle on va lui rajouter la commande de test. Donc on va appeler tout simplement la command line de MySQL à l'intérieur du conteneur en lui disant je voudrais que tu pings sur localhost avec le mot de passe que je t'ai donné pour ma base de données. Tu vas me faire ça toutes les secondes et tu vas essayer 10 fois. Et donc, qu'est-ce que ça fait si on rebuild tout ça? Je vais vous le mettre en plus grand. Donc là, ça va rebuilder. Et là, normalement, on devrait avoir un ordre qui est vraiment logique. Vous voyez, là, j'ai du DB. Après le DB, j'ai de l'API. Et là, j'ai le web. Donc, on a bien un démarrage au travers des logs qui est cohérent. C'est-à-dire que tant que ma base de données, en fait, elle n'est pas prête, ma partie API ne va pas démarrer. Dès que c'est prêt de l'autre côté, le back-end démarre. Et ensuite, une fois que le conteneur du back-end est démarré, la partie front-end va être dispo. Et logiquement, tout est toujours opérationnel. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en tant que développeur, parce que souvent, on a besoin d'un certain nombre de back-end, bases de données, clusters de je ne sais quoi, serveur Cassandra et compagnie. Et on n'est pas là en train de créer une infra de production, en fait. On veut juste démarrer une mini base de données pour pouvoir faire tourner notre code. Donc, effectivement, on va pouvoir, avec ça, dire démarrer par ordre facile, entre guillemets, de manière à ce que j'ai un truc fonctionnel pour développer, quoi. Je ne suis pas en train de faire de l'infra code, là. Je suis en train d'essayer de monter ma machine de dev. Une fois que c'est positionné, ça ne coûte rien de la passer après à vos ops pour qu'ils s'en inspirent. Hein. Les cas typiques, c'est vraiment les bases de données où on a vraiment besoin d'attendre que le service à l'intérieur du conteneur de la base de données il soit opérationnel. Pas juste que le conteneur il soit démarré. Il faut un peu plus que ça et ça prend des fois quelques secondes de plus et ça peut poser des problèmes de démarrage. Ça arrive pile au mauvais moment, comme par hasard. Ok. Par contre, attends, je suis en train de penser. On a une base de données là avec tous les couleurs de t-shirt, machin, un truc bidule. Si on en rajoute une dans la base, qu'on arrête la stack compose, elles sont stockées où les infos de la base de données? Les données. Elles sont dans le conteneur, non? Ouais. Donc si on arrête tout, on a tout perdu. Oh, ça serait ballot. Alors figurez-vous que ça a quand même pendant très longtemps été un argument qui disait, vous pouvez se recharger sur Google, pourquoi ne jamais faire tourner une base de données dans un conteneur? Et le gars vous expliquait que quand vous arrêtez le conteneur et que vous le supprimez, vous perdez toutes vos données. Oh mon Dieu! Et maintenant vous regardez. Après vous lisez le dernier commentaire qui est va lire la doc. Parce que évidemment qu'on y a pensé. Et puis vous pouvez regarder maintenant aussi le nombre de bases de données as a service proposées. Oui, il y en a quand même un paquet. Ils les font tourner dans des conteneurs. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, gardez dans un petit coin de votre tête ce $, là. On va en reparler tout à l'heure. Alors, quand il s'agit de stocker des données, on a un truc qui est magique, qu'on appelle un volume. Un volume qui permet de stocker des données de manière persistante. Quelle coïncidence. Alors, le terme volume est compliqué dans l'historique de Docker parce que c'est utilisé aussi bien pour un volume au sens abstraction de je stocke des données quelque part. Potentiellement, ça pourrait être un volume distribué, NFS, je ne sais quoi, cloudifié, machin. Et c'est aussi utilisé pour dire, prends juste ce répertoire-là et monte-le dans le conteneur, ce qu'on appelle un bind mount. Ce qui fait que les gens se mélangent souvent les pinceaux et tout le monde utilise l'option "-v" pour volume sans se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que c'est juste pratique.
Et donc, dans la compo spécification, on a clarifié effectivement cette notion de volume comme étant l'abstraction d'un stockage de données persistance. Donc, le volume, comme on a vu tout à l'heure pour les networks, va avoir sa section de déclaration. On peut lui passer un driver, c'est-à-dire que par défaut, le volume, c'est juste un répertoire géré par votre démon Docker. Ça peut potentiellement être géré par un outil tiers, un plugin en fait au démon Docker, qui du coup va monter je ne sais quel système de fichiers. Fichier sur Azure, par exemple, pour ceux qu'il y a des drivers qui existent. Pour ceux qui n'ont pas peur. On va pouvoir lui mettre des labels pour être capable de gérer les volumes. On va pouvoir, comme on l'a vu pour les secrets, aussi sur les networks, on peut dire qu'un volume est externe, c'est-à-dire que ce n'est pas Compose qui le gère, il part du principe qu'il doit déjà exister, ce qui peut être pratique si c'est quelqu'un d'autre qui vous fournit le volume. Tu peux regarder un peu, il y a quoi comme option? On a plein, je pense. Oh là, oui, sur les volumes, moi je pense qu'il y a de quoi faire. Donc effectivement la partie driver qui va permettre de le gérer, external, et puis après tout ce qui va être donner un nom spécifique, parce que des fois typiquement quand vous voulez utiliser un volume externe, le nom ça va être un truc à rallonge parce que le nom inclut en fait la référence de votre provider cloud. En fait l'essentiel des options vous allez les retrouver dans les driver ops qu'on voit ici. Typiquement, si je veux monter un serveur NFS, et ben c'est là que je vais lui passer en gros le paramétrage du mount Linux. Sur des drivers un peu moins orientés Linux, on va avoir potentiellement des options comme ça, ce qui c'est vraiment très très ouvert de ce point de vue-là. On peut passer absolument tout ce qu'on veut, donc c'est facile à étendre pour ceux qui veulent s'attaquer à ce genre de jeu. Et donc on en est au step 4, hop. Et donc là, sans grande surprise, on a une section supplémentaire qui est venue s'ajouter. Ouais, non. Ah voilà, hop. Allez où? Là, volume. J'ai créé un volume qui s'appelle dbdata, tout simplement, parce que j'aurais pu lui mettre des paramètres, des machins, mais en fait, je fais juste l'équivalent d'un Docker volume create dbdata, mais c'est défini dans mon compose file. C'est ce qu'on va appeler un name volume. C'est un volume nommé. On lui a juste donné un nom et on le laisse. Et on laisse le démon gérer par défaut tel qu'il est configuré pour que ce volume soit accessible. Et ce volume, on le retrouve ici. Il est monté sous Varlim MySQL, ce qui fait que mes données vont être persistantes, même si je supprime mon conteneur, même s'il crache, même si je ne sais pas quoi lui arrive, le volume est toujours là. Aussi simple que ça. Ce que vous avez peut-être vu utiliser, c'est des trucs dans ce genre-là. Point slash data. Et ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un bind mount. C'est-à-dire que tu prends mon répertoire à moi et tu dis que c'est ça le volume. Ce qui crée plein de problèmes en termes de qui est owner, en termes de permission Unix. Donc on se retrouve avec des gens qui font des magnifiques scripts avec des ch own, machin, tout ça. Enfin, bon. Ça suppose aussi que votre démon soit local, forcément, puisque le point data, il est là. Donc si votre démon il est sur une autre machine, il va avoir du mal à y accéder. Enfin bon, ça donne des choses rigolotes, mais on l'utilise tous les jours. En particulier quand on est développeur, parce que des fois on aime bien monter son code source directement dans le conteneur pour qu'il fasse de l'auto-refresh. Sauf que l'auto-refresh, on va en reparler tout à l'heure. T'as vu comment je tease le truc? Et donc on va quand même vérifier que ça marche encore. Tagadac. Donc là, normalement, c'est censé démarrer dans le bon ordre. Ok, et si je regarde... Ah, mais j'en ai 50 000 parce que j'ai deux. Ouais, bon. Tu regardes dans Docker Desktop. Dans Docker Desktop, on peut faire des trucs. Non. Il y a un dashboard dans Docker Desktop, dis donc. Je connais un des gars qui a développé. Your session à expire. Non, mais c'est bon, quoi. Si je vais voir mes volumes. Ah ouais, regarde, il y a un DB data. Là. Oui, regarde, et tu cliques dessus, si tu vas sur data. Et puis il me dit qu'il y a un conteneur qui est connecté, dis donc. Oui, et regarde, tu vas dans la partie data, tu vas même voir qu'il va commencer à t'avoir pas de contenu dans ta base. Ah bah non, je peux te continuer dans ma base. Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'il est dans le code, le truc. On avait tu veux dire qu'on aurait mis l'initialisation de la base de données directement dans le code? Ce serait quand même assez, violent comme façon de faire. Tu vois, init, drop table, create table. Alors que c'est pratique, c'est directement dans le code. Pourquoi s'emmerder Est-ce que les gens qui font du Python, est-ce qu'on fait vraiment ça en prod ou c'est juste parce que c'est MyLast qui a été un peu vite? Mais non, mais c'est un exemple de démo, tu peux pas... c'est pour savoir, je me dis... Va pas dire que MyLast... Quand tu vas discuter avec les gens qui sont d'un autre écosystème, tu découvres qu'ils ont une approche différente. Peut-être, mais je pense pas. Par exemple, si tu développes avec des gens qui font du front, tu te suicides assez rapidement, par exemple.
Il a un problème. On le laisse travailler que sur la partie CLI, histoire d'être sûr que tout se passe bien. Oui, tu as perdu ta voix. Il va falloir que tu changes tes piles, toi aussi. De toute façon, on va faire une pause, là, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. On fait une petite pause changement de pile. On vous laisse 10 minutes. Ouais, alors on se retrouve à 30. Ça vous laisse le temps de respirer et tout ça. Et comme ça... parce qu'on sait que c'est compliqué de se concentrer plus de 40-45 minutes. Donc, surtout moi. C'est parti, c'est parti. Ah, mais nous revoilà. J'espère que vous avez pu vous aérer un petit peu l'esprit et tout, parce que là, ça va être un petit peu plus... Pas que l'esprit, parce qu'il fait un peu lourd quand même. Ouais, ça va être un petit peu plus poussé, là, quand même, ce qu'on va faire. Vous avez vu, là... Enfin, je sais pas vous, mais moi, avoir le code SQL directement dans le code de l'appli pour réinitialiser tout et tout, je suis pas hyper fan. Bah, ouais, il y a le côté separation of concern, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. T'as vu, j'ai progressé sur mon accent. Et donc, bon. Et puis moi, ce qui me gêne, c'est ça, là. Drop table if exist. C'est-à-dire que si jamais mon process redémarre, ça shoot la base de données. Bah oui. Bon, alors, certes, c'est une référence, mais je me dis, bon, c'est pas censé être comme ça qu'on utilise une base de données, quoi. Tout que maintenant qu'on lui a fait un beau service pour elle toute seule, dédié, tout ça. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est gérer l'injection de mes données initiales indépendamment du démarrage de mon appli, tu vois, genre avoir une phase d'initialisation que je puisse faire une fois. Ça, bah, je suis tranquille, j'ai fait mon init, mes données de référence sont en place, et ensuite, je démarre mon appli, je la redémarre, je la shoot, je la redémarre, je la rebuild, et là, par contre, ça n'a pas d'influence. Bah ouais. Ça serait bien, ça, hein. Il y a un truc pour faire ça en compose. Alors, il y a plus ou moins des trucs. On va être obligé de mixer. Hop. Alors, je triche, je prends directement le step 6, parce que sinon, il est un petit peu long. Alors, j'ai pas viré le PDF, par contre. T'as des slides ? Non, je voulais juste montrer que ça, j'ai fait un fichier init SQL. Okay. Que j'ai juste extrait le code. Je n'ai pas été chercher très loin. Et je vais utiliser un truc dont vous allez devenir fan, je l'espère, parce que c'était mon idée au départ. C'est la notion de profil. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du Maven ou du Spring ou des choses comme ça et qui voient pourquoi on a les profils dans Compose. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, il y a un truc que j'aimerais bien utiliser de temps en temps, mais pas par défaut. Et typiquement, ben moi j'ai l'exécution l'injection de ce init.sql. C'est un truc que j'ai envie de faire avec une commande docker run gna gna gna, connecte-toi à ma base de données, démarre-la si elle n'est pas déjà démarrée, attends qu'elle soit elle-ci, blablabla, injecte les données, init et retourne-moi un exit code de 0 si tout s'est bien passé. Ah ouais. Voilà. Tout ça, voilà. Ça, j'aimerais bien le mettre dans mon compose file parce que maintenant j'y ai pris goût. Mais par contre, j'ai pas envie que ça démarre à chaque fois, quoi. Bah non. Alors du coup, si je regarde mon compose file qui est là, hop, tiens, on va se le mettre en grand, ça sera quand même plus pratique. Le init, il va se promener ici. Voilà, ici, donc j'ai créé un init. Je dépends de ma base de données. Je n'ai pas demandé ce qu'elle soit elle-ci, bon, c'est pas très grave pour ce coup-là. Donc du coup, forcément, je suis sur le même network. J'ai accès à son secret pour exécuter cette magnifique commande MySQL db password mafpaf injecte un truc qui s'appelle var dbinit. Oui, mais var dbinit, c'est quoi là? Et var dbinit, et ben c'est ça. C'est ça, mais c'est quoi une config? Ce truc-là, ce truc magique. C'est quoi une config? Mais ça, faudrait regarder un petit peu dans la. Pourquoi il n'y est plus? Parce que c'était avant. Parce que c'était avant. Parce qu'il était avant. Tout à l'heure, vous avez peut-être pas tiqué quand on vous a montré ce que c'était un secret. Ça mettait dans la spec un secret et un type de config. C'est gna 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 gna. Vous n'avez pas parlé des configs avant. Ça va, vous n'avez pas balancé des œufs pour autant. Une config, c'est un peu comme un secret, mais c'est pas des données sensibles. Voilà. En gros, c'est tout simplement, c'est un fichier de config, c'est un fichier externe, statique, qui va vous permettre d'adapter votre application à ce que votre code puisse s'adapter et que vous ne mettez pas dans votre Dockerfile parce que vous voulez garder la main dessus au runtime. C'est la façon abstraite dont c'est défini dans la spec.
Donc ça va être aussi bien, comme on l'a vu, un script SQL que un je ne sais quoi, .xml, .json, .yaml, .toml, n'importe quoi, des fichiers binaires, genre, Dieu sait quoi que vous injectez dans votre conteneur au runtime et qui est amené à changer indépendamment du cycle des différents cycles de démarrage de votre application. Et donc dans mon compose file, comme on a vu tout à l'heure pour les secrets, pour les networks, on a une référence pour dire que ce service, qui n'est pas vraiment un service, d'init, va référencer une source que j'appelle dbinit et la monter sur ce chemin-là. Et ma source, elle est ici. J'ai une nouvelle entrée pour toutes mes configs qui se base sur un fichier avec plein d'espace à la fin parce que je le veux bien sans doute. Ouais. Donc en gros, ça ressemble quand même vachement à un secret, sauf que c'est pas secret. C'est aussi bête que ça. D'ailleurs, dans le code, c'est un petit peu les deux fois la même chose. Faut pas se mentir. Le gros avantage de ça, effectivement, c'est que du coup, ça va vraiment nous permettre de séparer, de repasser la main aux développeurs au démarrage pour qu'ils puissent tweaker des choses sans être obligé de rebuilder une image. Et comme mon init, je n'ai pas envie qu'il tourne à chaque fois. J'ai envie qu'il tourne que au moment où je crée ma base de données, où j'initialise ces données. Je lui dis que elle est déclarée dans un profil setup. Alors, c'est un tableau parce qu'on peut appartenir à plusieurs profils différents. Et la façon dont ça s'utilise, donc là je vais supprimer tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir avec les profils, c'est que par défaut, si vous ne spécifiez pas de profil, Compose va exécuter tous les services qui n'ont pas de profil en fait. Et si vous spécifiez des profils, Compose va exécuter tous les services qui n'ont pas de profil ou qui ont ce profil ou qui dépendent d'un service ayant ce profil. OK ? Donc, si vous voulez qu'un service démarre à chaque fois, quelles que soient les conditions et tout ça, pas de profil, il sera pris en compte à chaque coup. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, ça veut dire que si je voulais faire un Docker Compose Up, je démarre tout le monde sauf init. Si je fais un Docker Compose Profile, je l'appelle Setup, je vais démarrer tout le monde et init. Maintenant, si je veux faire tourner que le init, bah oui. Parce que là, moi, je vais faire mon init tranquillement une fois pour toutes, mais j'ai pas envie de démarrer toute mon appli, rajouter 15 dépend zone, je veux juste le faire une fois, quoi. Ouais. J'ai une commande Docker Compose Run. C'est du one shot. Boum. Super pratique pour ce genre de cas. Pour lancer un test, ceux qui utilisent Compose pour faire des suites de tests, typiquement, utilisent beaucoup Docker Compose Run. Parce que quand je fais un Docker Compose Run init, comme je lui dis que je veux explicitement faire tourner ce service-là, il s'en déduit, bon, ok, je vais t'activer le profil setup, même si normalement il n'est pas censé être actif, tu m'as dit que tu voulais ce service-là, ok, j'ai compris, quoi, tu veux ce service-là. Et puis comme mon service init dépend de DB, à dire, je vais aussi du coup t'inclure le démarrage de ta base de données, parce que sinon ton init il va avoir du mal à tourner. Donc en fait, je peux réutiliser mes chaînes de dépendance pour que mon init tourne comme ça. Il a créé ma base de données, il a créé mon conteneur. Il m'a dit que c'est pas bien d'utiliser un password parce que comme je fais un directement -password, ça c'est la commande MySQL qui m'engueule, mais même si c'est pas légitime ici. Et il me dit can connect. Comment ça can connect? À mon avis, ton depend zone il est un peu léger. Ouais, il est un peu léger. Attends, mais si on va l'avoir le LC, tu l'as dans API. Condition, ouais, parce que du coup, là, c'est typiquement le cas où il est un petit peu. Là, ça va un peu vite. Le conteneur, il est démarré, mais la base de données n'est pas prête en face. Donc, ouais, tiens, j'en profite, vous voyez ce que je viens de faire là. On a très souvent une syntaxe courte comme ça, sous forme de liste de chaînes, et puis la syntaxe équivalente sous forme de mapping, où c'est des entrées dans une map et tout un ensemble, toute une structure derrière. Et donc là, si je refais la même chose. Ça va mieux. C'est mieux. Entre-temps, on était déjà, mon conteneur, quand je fais un compose run, donc là, mon init, il l'exécute, il attend qu'il termine. Par contre, ma base de données, il l'a démarré, il la laisse tourner. Elle est toujours là. C'est le but du jeu, c'est de la démarrer, lui injecter mon fichier init SQL et puis qu'elle soit prête pour la suite. Et donc maintenant, si je fais mon Docker Compose Up, si j'arrive à faire mon Docker Compose Up sans me mélanger les doigts, hop, tagadac. Ma base est déjà démarrée depuis tout à l'heure. Il démarre juste API et web, comme on l'a vu, en respectant l'ordre. Et si tout va bien, normalement, ça marche encore.
Ouf. Il aurait pu tout péter. Hein. Non, ça m'arrive jamais. Zoup. Donc ouais, là sur tout ce qui est problématique d'initialisation, alors ce pattern-là, d'avoir juste un exécutable comme ça pour faire des commandes, ce que j'appelle des commandes de maintenance, c'est entre autres parce qu'on n'a pas la notion de tâche dans le format Compose, on n'a que la notion de service. C'est quelque chose sur lequel on a déjà réfléchi, bon ça viendra peut-être à un moment ou à un autre, d'être capable de les isoler dans une partie à part, parce que c'est vraiment des choses qui sont amenées à être lancées uniquement par du Docker Compose Run, elles n'ont pas de sens en termes de service. Il y a une autre façon de faire ça, c'est ce qu'on appelle les init containers, c'est une terminologie qui est utilisée par Kubernetes, qui n'ont pas directement d'équivalent dans la syntaxe Compose. Vous l'avez vu ici, on a le service LC. C'est comment le service completed successfully. C'est la même idée de dire tu lances ce conteneur uniquement quand machin truc, là, donc DB, a tourné, a terminé et a retourné un succès. C'est le principe d'un init conteneur. Et du coup, au niveau syntaxe, il faut vraiment en avoir besoin, quoi. Pas complètement fluide. Donc ça, c'est des choses qui sont amenées à venir progressivement. On en parlait ce matin d'ailleurs, parce qu'on se demande par quoi on commence. C'est quoi le prochain truc qu'on fait? Il y a pas mal de sujets comme ça où c'est assez mouvant. Je ne sais pas s'il y a des mots-clés que vous avez découverts au cours de cette présentation jusqu'ici, mais effectivement, il y a plein de petits détails comme ça qu'on essaye d'adresser progressivement parce qu'on se rend compte que soit c'est des choses qui manquent et c'est pas grand-chose de venir rajouter cette flexibilité, soit c'est ultra verbeux à définir proprement et donc on essaye de rendre votre vie plus simple. Et j'en profite du coup à la fin de la session là, si vous pouvez venir nous voir pour nous dire si vous préférez qu'on attaque les tasks ou les init conteneurs. Nous, c'est du feedback qu'on prend volontiers. J'en profite aussi parce qu'on nous a posé la question tout à l'heure. Si vous voulez regarder jeter un coup d'œil à ce code et l'essayer chez vous pour revoir un peu les différents diffs, ils sont sur mon GitHub, repo avatar, et vous avez tous les tags là qu'on est en train de dérouler. Pour voir un peu ce qui a été. On va refaire les mêmes étapes de votre côté tranquillement. Donc ça, c'était la partie profil. Et on va faire. C'est bien, mais donc on run, mais on build comment? On build comment? On build comme on a toujours buildé. Tu fais Docker, build. Il y en a combien? Tu as 3 services à builder. Ouais. Et puis tout à l'heure, il y avait une astuce. Tu faisais Docker compose up-build. Ouais, c'est pratique, ça. Ouais, bon, c'est peut-être mieux. Ouais, j'ai des trucs un petit peu plus poussés. C'est-à-dire que le up-build, il va vous aider à être sûr que vous avez la dernière version qui tourne. Mais bon, on est capable de faire des choses un petit peu plus poussées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de BuildKit et de BuildX, qui est le client pour BuildKit que vous utilisez sans le savoir quand vous faites un Docker build? Et il y en a qui ont entendu parler de Beck? Non, désolé. C'est encore un autre truc. Voilà. En fait, il y a plein de trucs autour du build chez Docker qui sont pas super bien documentés, du coup, parce que les gens ne savent pas qu'ils les utilisent, en fait. Donc, BuildKit, c'est une refonte complète du moteur de build qui est utilisé dans Docker Daemon, qui ne se contente pas juste de créer un conteneur, d'exécuter la commande et de faire une image avec, de recréer un autre conteneur, d'exécuter la commande, de faire une image avec. Il analyse votre Dockerfile. Il voit quelle ligne dépend de quelle autre, il distribue tout ça sur des exécutions en parallèle, il fait un joli graphe de dépendance, machin, il exécute tout ça en parallèle, il a des mécanismes de cache très avancés, et du coup ça a permis d'introduire plein de features qui n'étaient pas disponibles, déjà des caches très, 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 très fins, la possibilité de récupérer le résultat d'une autre étape pour en extraire qu'un seul fichier, qu'on irait injecter à un autre endroit, dans n'importe quel ordre, et des choses que tu vas nous montrer, justement, oui, qui permettent d'aller au-delà de l'optimisation pure et dure. Oui, donc alors dans les options de build qu'il y a au travers de Compose, et du Compose File notamment, il y a un truc qui est obligatoire. Si vous voulez builder, il va nous falloir passer le contexte de build, c'est-à-dire c'est quoi les fichiers qu'on doit passer au moment de la construction de l'image pour être sûr qu'on va avoir toutes les ressources nécessaires pour compiler et tout ça. On va passer généralement à un Dockerfile, donc soit le chemin vers le Dockerfile, soit une version inlinée directement dans le compose file. Il vaut mieux pas avoir un Dockerfile comme ça, hein, sinon ça va vite être illisible.
On a la possibilité de faire des builds sur différentes plateformes. Une fois, c'est quelque chose qui nous a été demandé il y a quelques temps, là, d'être capable, même si je suis sur une machine ARM, de builder l'image pour de l'AMD ou autre. C'est quelque chose qui était réservé à un monde un peu particulier jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à ce que Apple décide de sortir des machines ARM. Et là, apparemment, Microsoft est en train de s'y coller aussi. Et donc, effectivement, même pour des images internes, ça peut être intéressant d'avoir le build à la fois architecture x86 et ARM disponible sous le même tag, de manière à ce qu'on ne soit pas en mode émulation pour faire tourner quelque chose, quoi. Et donc, dans les autres options qu'on va avoir, on va avoir la possibilité de rajouter une liste de tags qui vont être associés à l'image qu'on vient de générer, passer des ressources via SSH, évidemment, vous l'avez déjà vu, accéder aux secrets, choisir la target de build. Si vous avez ce qu'on appelle un Dockerfile qui est multi-stage, vous pouvez aller dire quel est le stage de ce Dockerfile que vous voulez atteindre pour ce service. Typiquement, vous pouvez avoir deux définitions d'à peu près le même service avec une définition plus prod et plus dev avec les profils et dire quand je démarre en dev, je vais build avec telle étape où je vais avoir tous mes outils de dev à l'intérieur de mon conteneur, et quand je build pour la prod, j'ai vraiment que la version slim avec juste mon exécutable à l'intérieur. T'as vu, j'ai fait un tour de magie. Ouais, tu disparais d'un côté, tu réapparais de l'autre, c'est magique. Je fais tout pour le perturber, vous avez vu, il est impeccable. On est capable maintenant de rajouter des contextes additionnels, c'est-à-dire que BuildX, donc ça va dépendre de votre builder, mais si votre builder est capable de supporter plusieurs contextes, vous allez pouvoir passer des contextes additionnels. Et il y a tout un autre tas d'options sur tu peux peut-être passer montrer les arguments. Le Dockerfile inline qui est assez récent. On a souvent ce besoin-là. Vous avez une image de référence que vous récupérez de Docker Hub ou autre, et vous avez juste un petit truc à changer, genre rajouter un fichier dedans ou passer un paramètre supplémentaire. Donc votre Dockerfile, il fait juste 2 lignes, quoi. C'est assez pénible de devoir maintenir un Dockerfile à côté juste pour ce besoin-là. Et donc, on a la possibilité de faire un Dockerfile inline. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette syntaxe YAML, là, le pipe, c'est en gros la chaîne de caractères multiline de YAML, qui fait que vous pouvez mettre directement votre Dockerfile dans le compose file. À utiliser avec parcimonie, évidemment. Surtout si vous commencez à utiliser des dollars dans le script que vous utilisez dans votre Dockerfile. Rappelez-vous du double dollar de tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure, mais ça peut vite être le foutoir. Donc, mais pour ce genre de cas, c'est pratique, quoi. Donc, passer des arcs de build, donc les ressources SSH, des caches, si vous avez déjà des caches qui sont disponibles, vous pouvez les référencer et tout ça. Et des extra hosts, donc si vous avez besoin d'accéder à des hosts qui sont en dehors de votre réseau direct au travers de Compose. Si vous avez besoin de build en mode privilège. Voilà, tout un tas d'options disponibles au travers du build. Mais là, ce qu'on va voir, nous, c'est... Tu m'as refait des changements ou pas, en fait? Oui, sans doute. Oui. Hop. Donc là, nous, ce qu'on va voir, c'est... première étape, comment est-ce qu'on fait du build multi-arch? Okay. Donc, pour faire du build multi-arch, la première chose, déjà, c'est que il faut faire quelques petites modifications. Tiens, d'ailleurs, on les appelle les modifications dans le... Ah non, on n'a pas de multi-stage, donc ça va. On peut avoir des modifications à faire à l'intérieur des compose files pour leur dire quelle est la target plateforme qu'on veut avoir. Okay. Donc là, on n'a pas d'exemple direct, mais quand on fait un build avec du multi-stage, généralement, la stage de base, elle utilise le target plateforme, et puis toutes les autres derrière, utilise votre target local, et toutes celles derrière qui vont servir à produire une image finale, on va leur dire c'est quoi la plateforme qu'on vise avec celui-ci. Okay. Pour faire du build multi... Pourquoi je ne le vois pas ici? Voilà. Pour faire du build multi-plateforme, on va rajouter donc la section build
à l'intérieur de notre service. On va lui donner le contexte, comme on vous a dit. Le contexte, il est obligatoire. Donc, on lui dit, tu prends l'ensemble de mes fichiers à la racine. Et voici le lien vers mon Dockerfile. Donc, ça n'a pas changé. Et on va juste lui rajouter plateforme. Et on va lui dire, tu vas me builder mon image pour de l'ARM, de l'AMD et même du x86. Parce qu'on n'a peur de rien et qu'on a des vieilles machines qui tournent. Il faut builder sur PowerPC, machin. Oui, il y a vraiment un nombre de targets, de builds qui sont assez impressionnants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande Docker Compose build. Et puis c'est tout, en fait. Alors là, il y a un piège. Donc là, parce que le multiplateforme n'est pas géré par le builder qui est intégré dans le démon Docker. Il y a déjà un builder de créé, mais il faut que tu fasses un use dessus. Donc là, j'utilise des commandes de buildx. Donc je lui ai demandé de me lister l'ensemble des drivers de build qu'il avait disponibles. Donc on a celui par défaut qui est voilà. le desktop Linux, là celui qui a une petite étoile. Donc ça, c'est le démon Docker. C'est le builder que vous connaissez tous. Et il y en a un autre qui a été créé à côté, qui est le hardcore bref quoi, donc là, qui du coup fait tourner BuildKit, le fameux BuildKit, qui a des fonctionnalités plus avancées, dont cette fameuse émulation pour faire du multi-architecture. Donc là, j'ai relancé là, vous avez vu, plus d'erreur, ça build. Donc là, il va passer en mode émulation pour une partie des plateformes qu'il n'a pas. La plateforme native, il va utiliser évidemment notre CPU et toutes les ressources habituelles. Et pour le reste, il va passer en mode émulation avec QEMU pour faire du build. Et c'est comme ça qu'on va builder une image. Peut-être. Multi-arch, si, ça va peut-être être un peu long. Pas 3 fois plus, du coup, forcément. Bah oui. Donc là, vous voyez, il a fait partie AMD. Là, il est sur la partie ARM. Vous avez peut-être vu au début, on a vu les 3 plateformes qui s'affichaient au début. Et puis après, effectivement, en fonction des téléchargements, ça se répartit un peu. Les logs sont pas toujours simples à lire dans les trucs qui font des choses en parallèle, comme ça, parce que forcément, il y en a dans tous les sens. On a plein de discussions en interne en termes du X parce que comment faire aussi bien le build que le status de Docker Compose quand on démarre beaucoup de services et qu'il y a plus de services que de lignes au niveau de la console, au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment de bonne solution, quoi. Ah oui, ça va être long là. Hop. Sinon on va être obligé de te croire sur parole. Non, mais ça build, je l'ai laissé, il est à côté là. Ça build. D'accord. On revient le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était la première partie. L'autre truc qui est intéressant qu'on a rajouté il y a quelques mois maintenant, c'est la possibilité d'utiliser des ressources via SSH. Et là, ce que je vais vous proposer de faire, c'est pas pour ceux qui font du Python, ils doivent le savoir, mais on a un fichier qui s'appelle le fichier requirement.txt là, sur lequel on va lui dire quelles sont les dépendances qu'on va utiliser. Et on a possibilité, pour une dépendance, d'aller lui donner une URL Git. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Step 7, du coup. Je pense que il y a des chances. Je suis en quoi là? Dans 8. Donc là, vous voyez, il se met à jour. Donc on lui a dit qu'on voulait récupérer donc sur un repo privé du compte de Nicolas. Une dépendance, on va récupérer ce repo en tant que dépendance dans notre projet. Et donc, en fait, alors là, il va peut-être pas vouloir que je build en même temps. Oh là là. C'est long. Ah oui. Hein. Et puis là, il est juste en train de... Voilà, il résout les packages YARN. Pardon, il faut qu'on arrête de troller sur le web. Ah bah ouais, franchement. On n'avait pas ce problème-là. En fait, on dit ça, c'est parce qu'on est juste mauvais en web. C'est juste de la frustration qu'on exprime. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont été sur le site ren.tech? Ok. C'est moi qui l'ai connu en jQuery. Donc là, on rajoute une dépendance, ok? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette ressource SSH avec Compose? Si je ne me trompe pas, je dois avoir des modifications qui ont été faites dans mon Compose file. Dans le Compose file, là, on a rajouté
une ligne de commande pour nous demander de créer un point SSH, de faire un keyscan pour ajouter GitHub dans la liste des hosts connus sur la machine. Et en fait, on va monter on va demander de monter l'agent SSH local pour faire la commande pip install. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, Nicolas, c'est un repo privé sur lequel il a les droits. C'est sa machine. Il a sa clé SSH qui est installée. Donc son agent local SSH connaît et a accès à la dépendance qu'on a définie dans le requirement.txt ici. Okay, donc en fait, en faisant ça, on va dire à Compose, pardon, je l'ai perdu, hop, il est là. On va dire à Docker au moment du build, il va falloir que tu utilises une ressource SSH et, pour pouvoir faire correctement ce truc-là, parce qu'il y a des choses auxquelles tu ne vas pas avoir accès sinon. Est-ce qu'il a fini, lui, à côté? Oui, il a fini. Et donc le -mount que vous voyez là sur le run du Dockerfile, c'est des choses qui sont rajoutées justement par BuildKit. Donc la syntaxe générale du Dockerfile n'a pas changé, pour pas tout casser d'un coup. Par contre, effectivement, on a des options supplémentaires on va pouvoir monter un cache pour le cache pip au niveau des gestions de dépendance, qui va vous permettre de partager votre cache entre plusieurs builds, donc histoire que chaque build d'image ne reparte pas from scratch. Et pareil pour lui dire monte l'agent SSH pour mettre à disposition la clé SSH pour faire un git clone ou n'importe quel autre type d'opération sécurisée en remote. Et donc, comment est-ce qu'on passe une ressource SSH dans Compose? On a la possibilité, dans la partie build, d'utiliser l'attribut SSH, qui va nous permettre de lui dire, soit je veux default, ça veut dire qu'il va utiliser votre agent SSH local, soit de lui donner un lien vers des clés privées. Voilà, il y a différentes configurations possibles et utilisables. Ce qui est souvent fait pour ça, c'est que en tant que développeur, vous utilisez default parce que vous avez votre agent SSH qui est configuré pour faire vos git clones. Et sur votre CI, vous allez avoir un chemin d'accès vers justement Ou alors vous pouvez aussi faire ça. Utiliser le flag SSH dans votre commande de build et lui spécifier soit le pass vers votre clé. Donc on a la possibilité de le faire soit directement dans le compose file, soit au travers de la ligne de commande. Okay, et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il est en train de donc on a toujours nos 3 plateformes, donc ça devrait aller plus vite. Normalement, on a tout en cache. Un peu, on monte. Alors, non, on n'a plus de cache, puisqu'on vient de rajouter git plus on vient d'exploser le cache en rajoutant la commande run pour lui demander d'aller chercher tout ça. Parce qu'en fait, je vous ai dit qu'on a rajouté que la commande que le mount, là ici le run, mais en fait c'est pas vrai. On a dû rajouter ici l'install de Git à l'intérieur du conteneur, ce qui fait qu'il a explosé tout le cache. Donc on va rebuilder tout. Ce que je vais faire, je vais l'arrêter et je vais mettre je vais supprimer notre partie plateforme, comme ça on va juste se focaliser sur la partie. Déjà on n'en aura plus qu'une. Ouais. Voilà. Ça va être un peu plus rapide. Donc là, voilà, là il est au moment où il va essayer d'accéder aux ressources SSH. C'est là où ça se passe bien ou pas bien. C'est long, mais a priori il a réussi à y accéder. Voilà. Et voilà, donc il a réussi à builder sans problème. Pour vous montrer que je raconte pas de bêtises, je le supprime. Je supprime la partie SSH. Je mets même no cache, histoire d'être sûr qu'il ne va pas du tout utiliser le cache pour que l'accès soit toujours présent. Donc là, il réinstalle du coup Git, malheureusement. Voilà. Allez, vas-y, mets no cache, alors forcément. Bah oui, je vais mettre no cache, mais sinon derrière, il est capable d'aller utiliser le cache pour dire je l'ai déjà récupéré. C'est toujours le même problème avec les caches, c'est que ça cache quand on ne veut pas. Ou des fois, on voudrait dire non, mais je veux juste invalider ça. Oh, regarde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et là, il nous dit non, j'ai pas été capable de forward il n'y a pas de clé SSH. La clé SSH. Donc, je suis incapable d'aller chercher la dépendance qui se trouve dans le repo Git. Voilà. Voilà au niveau du build. Donc, on a beaucoup d'options qui sont disponibles, qui permettent de faire du build sur des multi-architectures que vous pouvez après pousser pour que toute votre équipe ait accès, quelle que soit sa machine,
à la bonne version pour sa plateforme. On vient de rajouter là hier la possibilité de choisir son builder, BuildX, pour ceux qui font des trucs un peu poussés avec BuildX. Maintenant, en ligne de commande, vous pouvez passer, au moment où vous faites le build, à un builder spécifique. Donc, si vous avez des builders qui sont remote, qui sont dans le cloud ou tout ça, avec des caches communs, vous pouvez maintenant les appeler directement. Parce qu'avant, Compose cantonné à se définir en local. Se définir en local, voilà. Donc, là, maintenant, vous avez des choses un peu plus poussées. Et là, on parlait de cache. Dans le Compose File, dans la partie build, on va pouvoir définir de la même manière tout ce qui est récupérer un cache et mettre une URL d'une image Docker. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez configurer votre CI pour mettre à disposition son cache de build, de manière à ce que tous les développeurs puissent récupérer des caches déjà chargés, qu'on ne se retrouve pas comme on vient de le faire, à avoir nos apt install qui tournent pour rien, pour refaire 10 millions de fois la même chose, juste parce qu'en fait, on va récupérer le résultat d'un premier build qui aura exécuté cette commande-là. Et vous serez sûr d'avoir tous les mêmes dépendances, aussi, même s'il y a une mise à jour côté apt entre-temps. Oh, ça n'arrive jamais, ça. Oui. Ouais, tout à fait. C'est écrit petit, hein. Bah ouais. Ça m'a vu qu'il laisse, peut-être. Qu'il l'a écrit. Et donc, hop, si je reviens là-dessus, donc ça c'était la partie build. Il y a toute une partie que tu n'as pas parlé avant, je t'en suis pas remonté, regarde. Ouais, la partie deploy. Ouais, je pense qu'on peut passer. Ouais, bon, le extends. Tout ça. Ouais, alors pour l'instant, ouais, on peut le montrer, remarque, c'est tout simplement là-dessus. Je ne l'ai pas en tant que tag, mais en fait, on le voit ici. Ici, c'est typiquement une image, on utilise une image officielle. Donc en gros, la commande qui est utilisée, c'est celle définie par l'image MySQL. Et dans mon init de tout à l'heure, qui est ici, j'ai la même image MySQL, mais là j'ai remplacé la commande par défaut. Je surcharge la commande pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dans cette image, donc le client MySQL, mais faire une commande différente que le serveur start. De la même manière, on peut modifier les entry points. Pour ceux qui connaissent, c'est le premier script d'initialisation qui tourne dans une image Docker. En fait, ça fait partie du paramétrage d'une image, de se dire je considère l'image Docker non pas comme un process qui va démarrer, mais comme vraiment un file system dont je vais utiliser le contenu. Donc je change la commande et je fais des choses potentiellement différentes. C'est une adaptation qui est très très courante justement pour ce genre de besoin, de se dire plutôt que de la commande par défaut, je remplace par quelque chose dont j'ai besoin. Et il y a une utilisation assez courante de ça, qu'on appelle le extends. Comment je peux le montrer, parce qu'on n'a pas d'autres compose files. Ouais, il est un peu tordu celui-là. Ah, bah, t'as pas la doc? Ouais, non, oui, remarque si je peux sortir là. On a dans service, hop. Lorsqu'on veut, en gros, réutiliser des compose files, cela forcément elle est assez simple notre appli, hein, la 3 pauvres services. Assez vite, on commence à en avoir un certain nombre. On a un record de 100 services là. Ouais. On a discuté avec un petit camarade tout à l'heure. Ça commence à être des bons compose files, quoi. Et en fait, assez vite, on veut mettre des choses en commun, quoi. Et donc, une façon de faire, c'est de déclarer un service en disant mon service base de données, par exemple. Il est déclaré dans un common.yaml. Donc je vais récupérer le service, donc du coup database pour suivre cet exemple-là, et je vais simplement le customiser potentiellement. Donc ça veut dire que si je reprends cet exemple, ici ma base de données, plutôt que de dire non, il n'est pas là, pardon, ma base de données, plutôt que de dire le health check c'est ça, les variables d'environnement c'est ça, machin, parce que ça tout le monde utilise les mêmes dans ma boîte, je pourrais dire en fait, hop, extends common.yaml, et je vais chercher le service database. Okay. En gros, on se sert d'un common.yaml comme un espèce de catalogue de services dans lequel on va faire du cherry pick de quel service m'intéresse. Et un truc qu'on a rajouté, qui n'est pas encore disponible. Non, qui arrive. Ouais. Elle fait du teasing. Si je fais un team merge, là c'est réglé. Hein. T'as mis ton look good. Donc, j'ai travaillé dessus la semaine dernière. Donc, hop, si je rajoute ça, par exemple. Voilà. Si en fait, inclus-moi l'ensemble des fichiers commons qui sont les services de base de toutes mes applis, dans lesquels je vais avoir la télémétrie, la sécurité, des choses comme ça.
C'est quelque chose qui a été demandé. Le ticket correspondant, il date d'il y a 9 ans. Il n'a pas encore 10 ans. Ça va. Il n'a que 9 ans, ça va. Ouais. Ah, c'est quand même un rythme. challenge, là. On prend les vieux tickets, on essaye de faire en sorte qu'on Donc les résolve avant les 10 ans. C'est rigolo parce que quand même la moitié des commentaires, c'est alors du coup c'est pour quand? Alors du coup c'est pour quand? Plus un, moi j'en ai besoin, machin, tout ça. Bon. Je sais pas si les gens se fatiguent au bout d'un moment et ne répondent plus. Enfin, toujours est-il que depuis qu'on a commencé à bosser dessus, il y en a qui se sont réveillés, qui nous disent alors c'est pour quand? Et on dit bah attends, t'as attendu 9 ans, t'as peut-être encore 2 semaines. Bon. Et en fait, voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de vous aider à modulariser vos compose files. L'un des points importants ici, c'est que du coup, ce truc-là, il peut être dans un autre, complètement dans un autre répertoire, complètement indépendant. Par contre, du coup, il a ses propres chemins relatifs, en fait, indépendamment de où je l'inclus. Donc, du coup, ça va permettre de réutiliser le compose file qui a été fait par votre équipe qui gère la base de données et le cluster Cassandra. Il aura son compose file dans son coin, fait aux petits oignons, et vous faites juste include machin, boum, vous avez un cluster Cassandra. Peut-être qu'un jour, du coup, qui sait, on pourra faire un truc dans le genre, et que automatiquement, ça récupérera le compose file dans le repo Git, sinon ça marche. Oui, ça marchera moins bien. mais si on pouvait avoir ce genre de choses, d'ailleurs, ça serait point Git. Et ben, du coup, ça serait quand même vachement pratique de se dire, je vais juste récupérer sur étagère ma base de données avec tout ce qui va bien avec pour pouvoir la faire démarrer. Sous forme d'un compose file. Là, vous imaginez, vous mettez votre repo privé avec votre base de données, avec toute votre produit avec toute sa configuration qui va bien. Et après, du coup, les autres compose files deviennent vraiment focalisés sur la partie spécifique et applicative. Ça arrive. Ça arrive doucement. Alors, si on se contente de ce qu'on sait faire aujourd'hui, on en a eu quelques exemples, on a discuté. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de ce default-là. Moi, en tant que développeur, c'est pratique. J'ai mon agent SSH qui tourne, machin. Bon, mon Jenkins, il n'a pas d'agent SSH, sauf si j'ai mis le plugin qui va bien. Vous savez, sur Jenkins, il y a un plugin pour tout. Et il y en a beaucoup, c'est lui qui les écrit. Mais bon, il y a des fois, on n'a pas envie de ça, quoi. Et donc, il y a plusieurs façons de donner de la flexibilité à votre compose. La première façon, c'est ce qu'on appelle les overrides. C'est, en tant que développeur, moi, je vais créer un fichier compose.override.yaml. Dans lequel je vais juste faire une espèce de patch en fait à mon compose.yaml. Je vais lui dire, moi tu prends juste, alors j'ai pas besoin de tout ça, tout est pareil sauf ça. Je vais dire que quand j'ai cet override, je mets ça, et donc ça veut dire que cette clé ne sera passée que lorsque ce fichier compose override est présent, donc je ne le commit pas, ou en tout cas je ne l'utilise pas partout. Et dans mon SSH principal, ici, je vais pouvoir mettre un emplacement autre ou pas de SSH du tout, à la charge de celui qui l'utilise d'aller le mettre au bon endroit. Ça a été pas mal utilisé parce qu'effectivement, ça permet de personnaliser. Ce mécanisme-là, avec tout ce qui est configuration locale principalement. En fait, beaucoup de configuration locale via ce fichier override. Jusqu'ici, on a toujours fait un Docker Compose Up, on n'a jamais précisé où était le compose file, parce que par défaut, il cherche un compose.yaml et un compose.override.yaml. Mais je pourrais très bien lui dire, prends le fichier compose.yaml et patch-le avec un compose-dev.yaml. Pourquoi Nicolas dit patch-le? C'est-à-dire que quand vous définissez comme ça plusieurs fichiers compose, il prend le premier, il va appliquer les modifs du deuxième sur le premier, et si vous en mettez un troisième, il va réappliquer dans cet ordre. Il fait du merge en fait des arbres YAML pour que chaque clé correspondante il vient Donc si vous avez des nouveaux services et que des nouveaux services dans les autres compose files, ça va juste faire de l'append et vous rajouter les nouveaux services, et comme ça vous construisez une appli un peu plus grosse. Alors du coup, ce qui est pénible, c'est qu'on est obligé de se coltiner une ligne de commande qui est un peu longue. Donc, soit vous passez par, vous avez possibilité de passer par des variables d'environnement pour dire les chemins par défaut de vos compose files, mais ça peut rester assez pénible. Donc, une autre solution, si on veut fournir de la variabilité, si j'arrive à supprimer ce truc, ici j'avais ma clé, c'est d'utiliser donc des variables, tout simplement, avec une syntaxe qui est la syntaxe inspirée de Bash.
Donc je pourrais lui dire effectivement, j'ai une variable qui s'appelle SSHKey qui va du coup venir se positionner. Tu laisses 2 points. Non, justement, chaque chose en son temps, mon garçon. Comment il brûle les étapes. SSHKey qui consiste à dire, tu prends la variable SSHKey puis tu la remplaces bêtement dans le fichier texte pour faire un YAML correct. Et comme j'ai pas envie que ça plante si j'ai pas mis de variable d'environnement, je lui mets une valeur par défaut, toujours en utilisant la syntaxe bash, ce qui fait que si je mets rien, ça utilisera default. Et si j'ai une variable d'environnement définie, ça va utiliser la valeur définie par cette variable. Ce qui veut dire que sur mon Jenkins, mon GitLab, mon je ne sais quoi, j'ai juste à déclarer une variable d'environnement qui pointe vers ma clé SSH privée et le même compose file, du coup, est capable de basculer entre ces deux modes de fonctionnement. Donc on peut vraiment, il y a plein d'approches différentes. Alors il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend énormément de la façon dont vous... déjà, ce que vous voulez être la référence. Est-ce que vous voulez que ça soit le compose file de production, entre guillemets, qui fasse référence, ou bien le compose file de dev et que ça soit plutôt sur la CI qu'on va venir customiser les choses pour que, en gros, le développeur ait le moins de questions possible à se poser. C'est un long débat et du coup, je n'ai pas... Vous devez avoir en interne et ça vous regarde. On ne veut pas être au courant, d'accord. Et dernière chose que je peux vous montrer quand on veut commencer à faire des compose files un peu compliqués, c'est qu'assez vite, vous voyez des choses qui se répètent. On va prendre, tiens, par exemple, la partie networks, là, j'ai mon public private et je l'ai aussi ailleurs. Non, c'est que le private qui est en double. Du coup, c'est moins parlant, mais bon, j'ai quand même de la duplication, c'est pas beau. Alors, du coup, je vais faire ce qu'on appelle une encre YAML. Je ne sais jamais comment on les écrit d'ailleurs. C'est arrobas truc. Comme ça, hein, voilà. En gros, je donne un nom à cet attribut. Non, c'est pas le chevron. Non, le chevron, c'est pour le merge. Oui, mais là, je la déclare justement. Ah, tu la déclares. Là, je la déclare ici. Et ici, plutôt que de faire un copier-coller, je confirme. Je vais faire un network. Et là, je lui dis que c'est étoile truc. C'est comme ça, hein, voilà. Et donc là, en gros, j'ai fait une référence vers ça. Alors, comme je ne sais jamais comment ça marche, et que je veux être sûr de ne pas me tromper, j'utilise une super commande qu'on appelle docker compose config, qui m'affiche la config après le parsing. Et donc, si tout s'est bien passé, j'ai un network private pour DB et un network private pour API. Alors, évidemment, là, vu qu'avec une ligne, c'est pas super flagrant. Et quand vous commencez à avoir des parties de config qui sont les mêmes. Quand vous avez 40 pages de variables d'environnement qui sont 12 fois les mêmes, ça peut être sympa de se dire qu'on va réutiliser le truc tel quel. Et là où ça peut être encore plus rigolo, c'est si je dis, je veux faire ça, et je veux lui rajouter, attends, c'est une liste? Ah merde, c'est une liste, donc ça marche pas. Ça marche qu'avec les mappings. Je trouve un autre exemple. Oui, donc bon, pour information, il y a moyen effectivement de dire non seulement je récupère une référence, mais je peux rajouter des éléments dedans. Supplémentaires, ouais, mais pas quand c'est une liste, parce que c'est YAML. C'est comme ça. YAML ne sait faire que sur les mappings, pas sur les listes. C'est pas mal tout ça pour configurer. Ouais. Bon, tu nous as teasé, moi j'ai envie de savoir, il ne nous reste plus grand temps là. Tu nous as parlé du Yo Triload, machin, un truc. Ouais, parce il y avait des trucs avec Compose pour développer. Jusqu'ici, on a fait quand même pas mal de récupérer la main. Hop, et toi tu t'en vas. Hop, voilà. On vous a fait pas mal de compose up-build. Alors si à chaque fois qu'on doit faire une notification dans le code, on va juste faire un compose up-build, ça peut être assez vite pénible. Donc un truc qu'on a fait, ça fait combien de temps qu'on l'a le watch? Ça fait 2 mois. Quelques mois, ouais. Pardon. C'est le step 9. C'est l'utilisation d'une commande supplémentaire qui va se baser sur une définition supplémentaire que vous rajoutez dans vos métadonnées, qui est ici. Elle commence par un X- parce que c'est une extension expérimentale. Donc elle n'est pas validée par le schéma JSON de la compose spec, qui nous permet de définir des règles pour réagir aux changements de code détectés. En gros, quand Nicolas dit ça, ça veut dire que si vous avez le Xdevelop et que vous utilisez autre chose que Docker Compose pour essayer de runner ce compose file, ça ne va pas être pris en compte. Parce qu'il y a peu de chances qu'ils l'aient implémenté de leur côté de la même manière. Ça ne fait pas partie de la spec pour le moment, donc c'est vraiment spécifique à la Docker Compose. Et donc là, je lui dis, si tu vois une modification sur requirements.txt, l'action, c'est de faire un rebuild de l'image, rebuild, redeploy, machin. Si tu vois une modification sur tout ce qui est dans API, tu te contentes de faire une synchronisation de ce code dans le conteneur. Ça marche comment? Alors déjà,
Hop, on va montrer si ça marche. Donc déjà, je la démarre en tâche de fond. Hop, hop, tout le monde a démarré. Donc je fais Docker Compose. Là, je vais passer par une commande qui s'appelle Alpha, parce que c'est une commande expérimentale dont on l'a planquée un peu dans un coin, comme ça, le jour où elle sera finale, si on a besoin de changer un peu le X, et ben de toute manière, vous êtes obligé de changer la commande aussi. Donc vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Et donc là, normalement, il me dit qu'il est en train de faire un watch. Alors bon, l'UX, c'est à revoir, on va dire. Hein. Ouais, c'est Alpha. Il me dit qu'il est en train de watcher requirement et /API, et puis pareil sur la partie web. On commence par modifier quoi? Alors tiens, là par exemple, là, donc j'ai mon champ. Bon, déjà ça marche encore. Je n'ai pas tout cassé. Alors maintenant, si je vais dans API et que. Remets le t-shirt tilt. Ouais, tiens, ça c'est facile comme modif. Donc là, je change une constante. Donc là, il a vu qu'il y a un truc qui avait changé. Je suis passé en tilt. Oh, magique. Ça, c'est des trucs que beaucoup de gens font en utilisant les fameux bindments. C'est-à-dire, au lieu de laisser mon conteneur démarrer une fois que pendant le build, j'ai recopié le code Python, Node.js, Ruby, enfin les langages dynamiques qui sont capables juste de reprendre le code source quand il est modifié, on passe par un bindment, c'est-à-dire que en fait, le code source, il n'est pas dans le conteneur, il reste sur ma machine. Ce qui crée des problèmes, parce que vous vous doutez bien qu'à travers la virtualisation d'un Docker Desktop, il y a un petit coût à tout ça. Donc effectivement, les accès fichiers peuvent être un peu problématiques. Alors que là, il n'y a que les fichiers modifiés qui viennent être transférés dans le conteneur. Donc quand on est en mode développement, où on modifie quelques fichiers par-ci par-là, ça permet vraiment d'être en mode live reload, où chaque modification est directement disponible dans le conteneur. Par exemple, si Nicolas s'amusait à changer de branche là, ça serait peut-être moins bien. Ouais, il y aurait plusieurs fichiers qui sont modifiés en même temps et tout, et donc on serait, en termes de performance, un peu moins intéressant. Ça, c'est les trucs sur lesquels on va travailler. Oui, on est en train de travailler là-dessus. Vous avez peut-être vu passer un projet qui s'appelle Mutagen, qui essaye de faire de la synchronisation comme ça de manière un peu plus intelligente que ce qu'on a là. Donc on discute avec le mainteneur de ce projet pour essayer effectivement de faire avancer le public. On vient juste de racheter la boîte, ça a été annoncé hier. Ça a été annoncé, bah ouais, c'est vachement plus facile pour discuter du coup. On l'a pas racheté pour ça, mais ça tombait très bien. Nous, ça nous arrange bien. Et donc là, si je change les requirements, si je retire ce truc-là, là normalement, il va se dire, oups là, par imaginez, là, c'est un fichier. Là, ce changement-là, il est un peu plus violent. Hein, il suffit pas d'aller copier le fichier et ça va se démerder tout seul. Alors peut-être que si, je connais pas Python suffisamment pour savoir s'il est capable à chaud de changer ses dépendances, mais bon, c'est pas un truc qu'on fait toutes les 15 secondes non plus. Si c'est un pum.xml, si c'est un fichier cargo toml, vous imaginez les différents. Voilà, hop, et là, il redémarre automatiquement, il recrée le conteneur, machin. Fail to start. Ah. C'est embêtant. Oui, en même temps, j'avais peut-être besoin de cette dépendance, je sais pas. Oui, peut-être. Il y a peut-être une bonne raison d'être là, en fait. Hein. Bon, du coup, il rebuild. Déjà, il est gentil, il nous dit que ça a planté. Ouais, non, ça fait tout start. Ça fait tout start. On va regarder alors. Après, ce qui va pas. Bon, vous avez le principe. En fonction de ce que vous changez, soit on fait de la synchronisation de fichiers, vous avez du live reload, soit vous utilisez des langages qui ne sont pas dynamiques, du Go, tout ça, qui nécessitent une recompilation. Et là, vous allez rebuilder l'image et vous allez redémarrer. Watch va redémarrer le conteneur pour vous. Et vous allez pouvoir faire du live reload, du développement en direct avec vos conteneurs et votre stack compose, sans avoir à mettre en place tout un mécanisme particulier avec les bindments et les problèmes qui vont avec et tout ça. Alors les bindments, vous allez tomber dans deux problèmes assez typiques. Le premier, c'est un problème de performance. Accessoirement, ça vous oblige à utiliser un démon Docker local, ce qui, dans certaines situations, peut être un peu compliqué, justement, alors que là, effectivement, le 5 est systématiquement remote, donc potentiellement, vous pourriez faire ça sur des environnements partagés. Et le deuxième cas typique où ça pose problème, c'est avec un machin qu'on appelle le répertoire Node Modules, qui, traditionnellement, est foutu en plein milieu des sources, parce que c'est du front, pourquoi faire les choses proprement. Et donc du coup, vous voulez partager votre code source, mais pas celui-là, parce que certains modules ont du code natif qui va pas bien tourner une fois qu'il sera dans le. Assez vite, on tombe dans des bugs qui sont quand même assez intéressants à diagnostiquer. Alors, j'aime bien troller sur le front. Souvent, ça marche pas si mal. De partager une node module, ça se dépatouille. Du live reload, ils en ont. Oui, ils en ont. Il y a plein de langages où il y en a pas. Mais effectivement, on tombe assez vite sur ces problématiques-là où on veut rendre la gestion de dépendance indépendante.
c'est le cas de le dire, du coup, de simplement le rechargement du code source. Donc, c'est l'idée de cette feature qui aujourd'hui est en alpha. Si vous avez l'occasion de l'utiliser, de l'expérimenter, n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner du feedback. On est très preneurs. Oui. Et que dire de plus? Je pense qu'on a fait un bon tour. Oui, on aurait pu montrer du Wasm, mais oui. Est-ce que je l'ai dans un coin? Oui, tu dois l'avoir sur une branche. Liste et branches. Même si on ne le fait pas tourner, au moins montrer comment est-ce que ça se configure. Alors, attends, hop. Donc, je ne sais pas si vous avez... donc, il y a toute une traîne autour de Wasm ces derniers temps. Et donc, Docker a travaillé avec d'autres partenaires pour rendre possible de faire tourner ça à l'intérieur de l'engine. Donc, c'est disponible dans Docker Desktop. Vous avez possibilité de faire tourner des conteneurs qui fonctionnent avec du code. Il faut juste. C'est où d'ailleurs? Dans Experimental Feature and Development. Feature and Development. Voilà. Pour activer ce container tu vas tenter de la lancer carrément. Écoute, même pas peur. Le temps qu'il démarre, on va. Parce qu'effectivement, l'option que je viens d'activer, ça consiste à prendre une version entre guillemets dépoussiérée de Moby, dans lequel on délègue beaucoup plus de choses à Containerd, qui est un projet qui a été extrait initialement de Moby pour être utilisable dans un autre contexte. Typiquement, Moby, c'est le nom source de Docker Daemon. Voilà. Donc Containerd est utilisé typiquement dans Kubernetes par défaut. Là, l'idée, c'est d'aller dans le même sens, en fait, que de plus en plus de choses soient mises en commun dans Containerd, ce qui permet de faire des choses du coup plus avancées. Entre autres, de dire mon runtime, au lieu d'être le runtime par défaut Moby, je vais pouvoir utiliser le runtime Wasm Edge, qui est capable d'exécuter du code Wasm. Donc du coup, je compile avec une plateforme spécifique. C'est plus du 386 ici, c'est du WASI. Et mon code source, mon code source, il est là, c'est du Rust. Tout simplement du Rust. Bon, du Rust moche parce que c'est du Rust qui écrit du HTML en mode bourrin, mais c'est du Rust. Vous pouvez regarder les talents de Nicolas sur le front-end. Ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau, regarde, j'ai mis des accolades et tout. En plus, c'est du back, c'est pas du front. Ouais, bah si, regarde, il y a du HTML à un moment. Il y a du HTML à un moment. Et puis il y a même des logs et tout. Hein. Bon. Et donc là, si j'ai pas peur, allez, on y croit. Donc oui, forcément, j'ai. T'as tout viré? J'ai activé Containerd, donc j'ai viré, donc il repart de rien. Containerd, en fait, il vient avec son propre storage. Donc, du coup, les images que j'avais avant, les builds, tout ça a disparu. En gros, pas disparu, mais. Enfin, si je reviens dans une autre boîte, quoi. Si je reviens en arrière, je les aurais, mais là, en tout cas, pour l'instant, je les vois pas. Donc là, il poupoule. Peut-être pendant que ça poule, on peut prendre des questions. Si vous avez des questions. Oui, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une remarque, qui fait du front-end et qui a envie de nous... Est-ce qu'il y en a qui sont encore réveillés? Toute sa haine à Nicolas, il aurait bien le droit. Non? Oui. Alors oui, la question c'est par rapport au watch, c'est comment le comparer au bindmount, parce qu'effectivement tout le monde fait ça depuis X années, parce que les premières issues sur le watch, alors elles datent pas de 10 ans celle-là, mais enfin l'idée revient depuis longtemps d'avoir cette feature-là. Comme je l'ai dit, la première limitation, c'est quand tu fais un bindmount, tu montes l'intégralité de tes sources, donc ça impacte l'organisation de tes sources, ce qui pour la plupart des gens n'est pas une catastrophe, on arrive à s'organiser. Le deuxième problème, c'est souvent un problème de performance. On a une issue sur Docker Desktop qui a des milliards de plus ou un, parce que effectivement le file system n'est pas aussi performant qu'un accès natif. C'est un problème principalement sous Mac, parce qu'il a été résolu sous Windows avec WSL2, mais ça, évidemment, ça apparaît dans certains langages qui ont énormément de petits fichiers, parce que du coup énormément d'IO. Et le troisième objectif de cette partie développe que je vous ai montré, que je peux ressortir d'ailleurs. C'est les builds remote. Ah bah non, j'ai changé de branche, je suis con. Conflict. Non, ça marche pas. Bah tant pis. Le troisième problème, c'est. T'as déjà un conteneur. C'est d'avoir les. Ah oui, c'est que le conteneur existe encore, oui. Docker, dans la conf du. Allez, on y croit. Le troisième problème, effectivement, c'est que du coup, dans ton compose file, tu mixes la raison pour laquelle tu fais ce bindmount et le fait que tu aies choisi de faire un bindmount.
Je m'explique, c'est que la raison pour laquelle on a appelé ça la section développe, c'est pour dire en développement, j'ai besoin que ce répertoire de code source soit synchronisé avec tel emplacement dans mon conteneur. Potentiellement, on pourrait choisir comme implémentation de dire on fait un bindment. Mais c'est pas à toi en tant que développeur de devoir dire la meilleure solution pour ça, c'est de faire un bindment. On devrait en fait. La section volume du service, elle devrait être que pour des choses qui sont nécessaires à l'exécution de ton service. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'implémentation se contente de copier le fichier modifié. On se rend bien compte que dès qu'il y a beaucoup de fichiers, ça commence à partir en cacahuète. Potentiellement, on va pouvoir intégrer Mutagen, qui va permettre de faire de la synchronisation à double sens, mais plus performante qu'un pur bindment. Et peut-être qu'un jour, on découvrira une super solution ultra magique qui va encore mieux que ça. Mais toi, en tant que développeur, tout ce que tu auras dit, c'est mon code source, il est là, et dans mon conteneur, il est là, débrouille-toi. De la même manière que quand je déclare un network, tu dis juste ma base de données, elle est dans un truc privé. Et moi, je suis une bille en réseau. J'y connais rien, je ne veux pas savoir comment ça marche. C'est plus cette logique-là. Parce que oui, depuis 10 ans que Compose existe, tout le monde fait un bindment, hein, évidemment. On ne nous a pas attendu à la conférence au Bricecamp pour se dire on peut utiliser Compose en développement, mais c'est génial. Heureusement. Je pense qu'on ne serait pas là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours pas. Oui. Vous pourriez comparer Docker Compose avec les alternatives, faire un Kubernetes local ou Swarm? C'est peut-être large comme question. Vas-y, répète la question. Alors oui, la question c'est comment est-ce qu'on va comparer Compose avec des alternatives de type Kubernetes en local ou Docker Swarm. Alors Docker Swarm a choisi d'utiliser, enfin son propre format interne, mais a choisi d'utiliser le format Compose parce qu'il était populaire pour essayer de percer. Il s'avère que le code aujourd'hui est géré par Mirantis. C'est plus Docker. C'est plus Docker qui le gère. Alors il est dans le projet Moby open source, hein, mais du coup, effectivement, on voit bien qu'il y a une divergence dans le support du format Compose parce ils ne suivent pas en fait la Compose spec. Donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Donc il y a cette partie Swarm. Après Swarm, c'est juste du clustering. En tant que développeur, c'est un truc qui a été taillé pour faire de la production. En tant que développeur, il ne devait rien te porter de particulier. Kubernetes en mode j'installe un Minikube ou un je ne sais quoi, un K3S sur ma machine. Tu fais du Kubernetes, tu fais du kubeyaml. Donc ça veut dire que tu rentres dès le départ, même pour ton Hello World, tu rentres dans l'abstraction kubeyaml. Et donc il y a myriade de projets qui essayent de faire du compose to kube, avec plus ou moins de succès. Nous aussi on a essayé. Parce que chaque fois qu'on interroge quelqu'un qui veut faire du cube, il dit ouais cube c'est génial, machin tout ça, on est super content en prod. Par contre en dev, bon, des fois c'est un peu pénible. On aime bien juste le format compose où tu dis service database MySQL et puis ben voilà quoi. Et donc on se dit, tout le monde dit bah oui, regarde le mapping, tu prends ça, tu fais un pod, tu prends ça, tu fais une network rule, tu prends ça, tu fais un ingress. Oui, et puis en fait quand tu rentres un peu dans les détails, il y a plein de cas tordus parce qu'il y a autant de Kubernetes que de façons de l'utiliser quoi. Selon quel contrôleur tu as installé. Donc, malheureusement, les solutions de conversion sont assez limitées. Oui. Ah, t'as un truc, toi? Ouais, on a un partenariat avec Téléprésence. Ah, oui. Et en fait, il y a possibilité d'utiliser Compose localement avec un cluster Kube qui soit local ou distant pour faire de l'interception de services et de dire, en fait, je démarre ma stack localement avec juste mes 2 ou 3 services qui vont m'intéresser, et je viens remplacer dans mon cluster de dev le service machin, là, et en plus, nos petits copains de chez Ambassadeur, ils ont été cool, ils ont rajouté pour vous automatiquement le support de Compose Watch, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez faire du téléprésence, je ne me rappelle plus la ligne de commande exacte, mais en disant je vais déclarer un intercepteur sur le service machin que je vais remplacer par mon conteneur local qui est celui-ci. Et comme c'est démarré avec Compose et tout, ils vont voir et vont vous démarrer le watch et vous vous retrouvez à développer avec votre cluster local ou remote directement vos services. Ouais. Voilà. Donc on commence à faire des choses un peu plus dans ce sens-là que de la pure translation compose vers cube. Ouais, le compose vers cube magique, il s'avère que de toute manière, tu auras forcément besoin d'un minimum de flexibilité. Donc en tout cas, pas dans la façon dont il est fait, où c'est censé fonctionner out of the box sans effort.
Par contre, effectivement, ce que propose Téléprésence, c'est de dire en local, les quelques services sur lesquels tu travailles quotidiennement, tu vas pouvoir utiliser du Compose. Par contre, tu vas pouvoir cibler un cluster Kubernetes pour te mettre dans des conditions ISO-prod. Donc c'est un truc un petit peu hybride entre les deux. Sur des clusters sur lesquels tu as accès pour le dev et tout ça, quoi. Donc on commence à avoir des choses qui fonctionnent dans ce mode un peu hybride, quoi. Voilà. Out of time. Bon, merci à tous. Vous n'aurez pas droit à la démo Wasm.